J'arrive à Charles de Gaulle. C'est là où j'ai commencé à comprendre que la terre promise n'allait pas être la terre promise. Et puis là, tu passes des heures comme ça, on t'interroge sur tout. Je ne comprenais pas ce qui se passait en fait. Et pour après quelques heures venir me dire la décision a été prise parce que vous allez être rapatrié. J'avais un visa. Ouais. Mais il avait été un peu traficoté. Mais pourquoi réalité, le voyage de l'Afrique pour l'Europe, c'est, je sais pas moi, c'est comme réussir au loto quoi. Déjà parce qu'on va dans un endroit, un environnement qu'on ne connaît pas. Et on pense que là-bas, c'est l'Eldorado. Les choses que j'ai fait quand je suis arrivée en France. Tu as fait quoi? C'est quoi le truc le plus dingue? Ah non, mais j'ai fait plein de choses. Donc c'est pour ça que je te dis, la vie de sans-papier, c'est la surexploitation et c'est même parfois la prostitution. Tu fais comment pour vivre pendant cette période-là? Parce que tu gagnes à peine 300 € par mois. Bien sûr, à peine, même tu pas. te débrouilles. Tu vas dans les magasins, tu fais comme on faisait à l'époque. Tu essaies de choper un beignet, tu manges, après tu sors. Attends, tu volais aussi dans les magasins? Parfois on fait le trajet, on arrive, on voit 12 chambres, on est 4 ans, 5 ans, tu dis, gars, t'as fait tout ça pour faire 3 €. Et à l'époque, c'était un Camerounais qui nous recrutait, qui avait des contrats avec les hôtels. Oui. Qui nous envoyait donc travailler, d'où la chambre à 1 €. Bon, est-ce que c'est pas irresponsable de faire un enfant lorsqu'on est sans papier en France? Tu te racontes aussi, hein, tu as fait penser à un moment donné au suicide? Je n'ai pas fait que penser, 2 fois j'ai tenté de partir. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Est-ce que tu penses toujours que la France, c'est la terre promise? Je pense que partout, c'est la terre promise aujourd'hui. Pas forcément la France, mais partout en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai pris conscience qu'effectivement, partout où on est, si on se donne des moyens, on peut y arriver. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bien sûr, je pensais que c'était la terre promise parce qu'on avait cette image. Quand on ne connaît pas quelque chose, on l'idolâtre un peu, tu vois. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, pourquoi tu n'es pas au Cameroun alors, si partout c'est la terre promise? Alors, je ne suis pas au Cameroun parce qu'effectivement, mon parcours de vie fait que j'ai ancré pas mal d'habitudes ici et aussi j'ai mes enfants qui sont ici. Et il faut dire qu'aussi au Cameroun, j'ai eu quelques difficultés au niveau familial aussi. Hein. Mes parents ne sont plus là, donc mes parents sont décédés et mes frères sont ici. Les enfants étudient ici. Mais bien sûr que si l'opportunité se présente un jour, pourquoi pas, je rentrerai évidemment chez moi pour apporter au mien, quoi, tu vois. Et qu'est-ce qui te faisait penser que la France était la terre promise? Parce que ça se disait. On disait que la France était la terre promise. On voyait ceux qui partaient de la France et qui revenaient nous voir. Au Cameroun, on voyait c'était des personnes qui étaient bien portantes, qui s'habillaient bien, qui avaient de l'argent. Donc pour nous, là-bas, de l'autre côté, qu'on ne connaissait pas encore, je le dis, on n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas toute l'image, comme tout se partage aujourd'hui, on n'avait pas tout ça. Donc quand on voyait les autres revenir, mais c'était le prince qui revenait, le roi qui revenait avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de fraîcheur. Et puis on se disait, waouh, pourquoi ne pas arriver de l'autre côté? Et puis la France, c'est la France. C'est la France. Ouais. C'était la France. Et donc c'était vraiment, pour mes parents, c'était la terre promise. Ma mère disait le pays où coule le bon vin. Et donc, le miel. Le miel. Pour elle, c'est la terre promise dans la France. Et quand on avait quelqu'un dans notre entourage, on savait qu'il avait un parent en France, mais lui, il était respecté systématiquement. Pas notre pays, mais la France. La France. Du général de Gaulle, la France. Et mon père, il était absolument amoureux de la littérature française. Hein, donc, du coup, on avait ce mythe-là comme ça autour. Et puis, je dis encore une fois à la télé, hein, on regardait, on voyait l'avenue des Champs-Élysées, la plus belle du monde. Donc, qui n'a pas envie de se retrouver là-bas? C'est pour ça que la France, effectivement, j'en parle un peu dans mon livre aussi, hein, le fait qu'on voit l'avenue des Champs-Élysées, on ne filmait pas que l'avenue, en fait. On montrait des personnes qui allaient, qui étaient bien habillées, qui retiraient de l'argent. Mais on n'avait pas tous ces codes-là. On ne savait pas comment ça se passait. On se disait, mais là-bas, quand on est là-bas, mais on a tout. On peut habiter dans ces appartements, on est libre, on a de grosses voitures, on vit comme ça. Mais on n'avait pas. Et puis, j'étais jeune. Donc, je ne travaillais pas, je ne connaissais pas c'était quoi vraiment la vie active. Donc, pour moi, là-bas, on avait tout, en fait. On ne pouvait pas être pauvre en France, on ne pouvait pas être malade en France, on ne mourrait pas en France, on ne pouvait pas mourir de faim en France. Voilà, c'est le pays où il y avait tout. Bref, donc, jusqu'à ce que tu découvres le revers de la médaille. On va en parler tout à l'heure. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Tu l'auras bien compris, nouvel épisode, nouvel invité, mais surtout, nouvelle thématique dans ce podcast, le podcast de l'écrivain, le podcast qui donne la parole aux auteurs qui écrivent pour impacter. Aujourd'hui, on reçoit Sandrine, la résiliente. Pour la petite histoire, Sandrine, j'ai cru comprendre que tu es née et grandie à Douala. Oui. Et je suis né à Bafoussa, mais j'ai grandi à Douala. Né à Bafoussa, mais grandi à Douala. C'est ça. Tu as 4 frères et sœurs. 3 frères. 3 frères et sœurs. Oui. Tu es l'aîné, il me semble bien. C'est ça, exactement. Tu es l'aîné. Et 3 frères. Et 3 petits frères. 3 petits frères. Dont un qui a joué au rugby par le passé. Exactement, le dernier. Okay, oui. Le dernier. Je sais aussi que ta mère est décédée suite à un cancer. Oui. Ton père aussi est décédé, mais d'un cancer aussi, c'est ça? Ouais, okay. Dans le livre, j'ai lu, mais c'était pas très clair pour moi. Au-delà de ça, sachant que tu es auteur du livre Sandrine la résiliente, on vous met le lien juste dans la description. Dans ce livre, justement, tu racontes plus ou moins ton parcours, qui est très riche.
avec beaucoup de... J'avais dit quoi? Beaucoup de cassures, beaucoup de points de bascule. Au-delà de ça, quand même, je tiens à rappeler que tu as été... Je ne sais pas si je dois le dire maintenant. Non, on ne va pas le dire, on va te laisser raconter déjà. Mais je sais quand même qu'au travers de ton histoire, à une époque, lorsque tu arrivais en France, tu travaillais, tu faisais les chambres d'hôtel à 1 euro oui. la chambre, quoi. Oui. Et même à un moment donné, il y avait 5 chambres, vous étiez 3. Oui. Et maintenant, vous êtes bataillé pour voir qui c'est qui allait prendre oui, la belle époque. ta chambre supplémentaire. Oui, totalement. Donc, tout ça pour sortir. Donc, tu pars de chez toi, tu arrives au lieu du travail pour gagner... Qui n'est pas à côté, qui est à peu près à 2 heures de route pour arriver. Et puis, on arrive, on a un nombre de chambres qui n'est pas... On ne peut pas vraiment les diviser de manière égale entre les filles qui sont là. Et là, il reste une chambre, on est 3 filles. Ouais. Qui prend la chambre? Qui prend la chambre supplémentaire? Qui a pris la dernière fois? Qui prend cette chambre-là? Donc, qui gagne 1 euro de plus cette fois-ci. Donc, on se faisait des coups, ça partait parfois dans des engueulades. Pour 1 ou 2 euros de plus, quoi. Avoir 1 euro de plus, oui, parce que c'était très important d'avoir cet argent. Exactement. Le revers. La réalité en face. Donc, j'en parle aujourd'hui avec beaucoup de sourires, avec beaucoup de... Voilà, je suis heureuse à l'époque. Il faut que tu saches que pendant cette période-là, on est heureux de pouvoir travailler, d'avoir cet argent-là. Parce qu'on n'a pas d'autres issues. Donc, on est très fiers, on ne se rend pas compte de la surexploitation que c'est. Donc, c'est aujourd'hui que je parle de surexploitation. Mais à l'époque, pour moi, c'était génial. Yes. Et au-delà de ça, quand même, il y a un happy end parce que tu pars de 1 euro par jour, parfois. Aujourd'hui, tu es cadre dans une grande banque en France. Avec un salaire qui dépasse les 4 chiffres. On va dire ça. Ouais, je dirais même que tu es... Bon, qui ne dépasse pas, mais bon, on va dire qu'un salaire beaucoup plus important que ce que j'avais avant. Sachant que tu es propriétaire désormais d'une maison. On va dire ça, j'ai pu accéder à la propriété, oui. Ah ouais, énorme. Et là, je viens de faire un bref résumé un peu de ton parcours. S'il faut noter quelque chose, Sandrine la résiliente, c'est une femme qui a quitté Douala, elle a laissé sa famille, sachant que toute la famille s'est cotisée. Bon, tu nous raconteras ça toi-même. Et tu arrives en France, il se passe quelque chose que tu raconteras. Et il y a ton amie ou ta cousine, je ne sais plus trop, qui te ramène chez elle. Tout de suite, tu découvres que ce n'est pas vraiment ce qu'on t'avait vendu. Tu te retrouves à de bosser 1 euro par jour. Et aujourd'hui, quand même, après avoir été caissière, femme de chambre, aujourd'hui dame de ménage, dame de compagnie, et pas que. Avec 3 enfants aussi derrière. Oui. Et il y a eu beaucoup de rebondissements dans ta vie quand même. Et tu te retrouves aujourd'hui avec une vie relativement stable en France. On peut dire ça, oui. Tu peux voyager. Tu peux relancer le business de ta mère, SP Babies, sans prénom. Yes. Bref, ok, super. Dans l'équipe, vous avez bien compris que ça va être très riche, vraiment. Prenez le temps d'écouter parce que vous allez vous rendre compte que celui qui va aller loin ménage sa monture. Tout est possible, tout est possible. Et aussi, on a le souffle de vie, tout est possible. Quelque chose à rappeler, c'est que désormais, tu es, c'est quoi, marraine? Marraine républicaine. Marraine républicaine, tu vas nous expliquer ce que ça signifie, marraine républicaine. Ok, au-delà de ça, je rappelle que c'est le podcast de l'écrivain. Nous sommes une maison d'édition, les éditions Argent Livre. Nous, on a pour but d'accompagner les auteurs entrepreneurs à coucher leur expérience dans un livre. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'inspire, qui t'intéresse, le programme Plume d'élite est là pour vous servir. On vous met tout dans le premier commentaire de cette vidéo et on le fait en 28 jours top chrono. Ce n'est pas l'IA. C'est une question de stratégie. Au-delà de ça, l'épisode est enregistré chez Ultimate Port dans la région parisienne. Donc, si jamais tu souhaites bénéficier d'un cadre comme celui-ci, on te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Et tu me connais, on va tirer à balles réelles. Le sang doit couler. On ne va pas lui faire des quartiers, on s'en fout. La peine n'est pas rentable. C'est encore moins pour le vendeur d'armes. Cela étant dit, let's go. Bonjour Sandrine. Bonjour Valère et merci de me recevoir. Je t'en prie, tout le plaisir est pour moi. Merci d'avoir fait le déplacement. La résilience, on espère qu'en sortant ici, tu vas nous laisser un peu de ta résilience. Tu vois, ouais. On a tous en nous une part de résilience. On est tous résilients et résilientes. Mais il y en a qui sont à un autre niveau. Non, je dirais pas ça. On est tous résilients, on a tous cette capacité à se relever comme ça après les épreuves, après les coups durs de la vie. La preuve, c'est qu'on est là et que la vie n'est pas, on sait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, si on est là, c'est qu'on est résilient. Yes. Alors, j'aimerais savoir, ton enfance à Douala, ça ressemble à quoi? Alors, mon enfance n'a pas débuté à Douala. Oui, je suis née à Bafoussam. Mes parents étaient dans le domaine médical. Ils se sont rencontrés durant leurs études. Donc, je suis le premier fruit, on va dire, de leur amour. Donc, je nais à Bafoussam. Et une enfance très bien. J'étais la première, donc gâtée par mes parents. Mais très vite, le deuxième arrive. Et moi, c'est une partie de ma vie un peu... elle est très importante d'ailleurs. Parce que moi, à l'âge de 2 ans, je vais vivre avec ma tante. Ma tante qui est la grande sœur de ma maman, qui, elle, n'avait pas eu la chance d'enfanter. Donc, d'ailleurs, j'ai un deuxième prénom, qui est le prénom de ma tante, Edith.
Donc, je vais vivre avec elle. Et puis, pendant toute mon enfance, je pense que c'est ma mère d'ailleurs. Donc, j'étais avec elle et mes frères sont restés. Donc, mes 2 autres frères à l'époque sont restés avec mes parents et le 3e est arrivé plus tard. Donc, je grandis à Kekem. Kekem qui était un petit, on va dire, une petite ville à côté de Bafang, à l'ouest du Cameroun. Donc, je grandis. Ma tante, elle est commerçante et puis elle a beaucoup de plantations. Donc, elle est commerçante, elle tient un grand bar à Alimentation de la Santé à l'époque. Et elle est maman solo. Donc, et je suis avec elle, sa seule fille, et je grandis avec ma tante jusqu'à mes 11 ans, 12 ans. Mais c'est vrai que l'enfance, c'est compliqué parce qu'à un moment donné, il se passe... je vis des choses pas très saines. Donc... Tu veux nous en parler ou pas? Oui, bien sûr, je peux en parler. J'en parle aujourd'hui parce qu'effectivement, il faut en parler. C'est important d'en parler parce que je me suis rendu compte, effectivement, libérer la parole, parler de ces traumatismes qu'on vit, ça permet à d'autres de pouvoir prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls et ça guérit pas mal de troubles, pas mal de traumatismes. Donc, je vais te parler de ça, clairement. Il s'agit des viols, que j'ai subi des viols à l'âge de 7 ans. Donc, on va dire que c'est le seul petit moment pendant lequel je me suis séparée de ma tante. Donc, j'allais rendre visite à ma grand-mère et il s'est passé, du coup, ces attouchements atroces-là d'un membre proche de la famille, de ma famille paternelle. Et ça ne s'est pas arrêté là. Donc, ça s'est passé à cet âge-là et après, je suis retournée vivre chez ma tante. Mais après, mon papa, mes parents ont eu un petit souci de couple, Donc, mes parents sont séparés. Donc, mon père est revenu, comme par hasard, à Kekem vivre, alors qu'il vivait dans la capitale économique, à Douala. Et là, cette personne nous a rejoints. Donc, ça ne s'est pas arrêté. Donc, j'ai passé vraiment cette enfance dans ce traumatisme. Et plus tard, mon père est reparti à Douala retrouver ma maman. Et cette personne nous a encore rejoints. Donc, ça s'est poursuivi. Ça a duré combien d'années? Ça a duré, on va dire, à peu près 7 ans, jusqu'à mes 15 ans à peu près. Et il faut dire que des fois, ça se passait juste à côté des parents, mais ils ne voyaient pas. Et comment ça se fait que tu n'en parles pas? On n'en parle pas. C'est tabou de dire ça. Déjà, on ne sait pas ce que c'est. Quand tu es petite, tu ne sais pas. C'est normal parce que ce n'est pas forcé. C'est avec une sucette, on te dit... c'est une personne qui est censée te protéger. C'est un adulte qui vit à la maison. Donc, les parents font confiance à cette personne-là. Et toi, tu es l'enfant. Donc, tu ne sais pas. Tu n'en parles pas. Tu ne sais pas que c'est mauvais. La personne te dit qu'il t'apprend des choses. Mais toi, qu'elle t'apprend des choses. Toi, tu ne connais pas autre chose. Tu ne sais pas que c'est mauvais au départ. Et même après, quand tu prends conscience que ce n'est peut-être pas sain, que ce n'est peut-être pas bien, tu as les petites menaces qui arrivent derrière. Et si tu dis, il y a ça qui va se passer. Si tu dis, ça ne va pas le faire. Et après, on a honte. Quand on commence à étudier à l'école la sexualité, on a honte. On se dit peut-être que c'est moi la fautive. Peut-être qu'on n'en parle pas. C'est humiliant, c'est une humiliation en fait. Est-ce que tu veux nous dire concrètement ce qui se passait de manière concrète? De manière concrète, c'était des viols. C'était des viols parfois dans la même pièce. Au Cameroun, on connaît dans plusieurs familles, même encore en France, dans certaines familles où il y a la promiscuité, où on se retrouve avec les cousins, les cousines, les oncles, les tantes dans une seule chambre et les parents sont dans une chambre. Tout le monde dort là. C'est la famille. On dit pas rarement on a des pièces où on dit les filles d'un côté. Et puis là-dedans se passent des choses. Et encore aujourd'hui, ça se passe. Quand j'en parle lors des conférences, on me dit, ça se passe encore aujourd'hui, et même en France, des cousins, des oncles qui viennent et qui commencent par des attouchements, et après, c'est du chantage, et puis voilà, on se retrouve comme ça dans un engrenage où on n'en parle pas. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, je n'en parlais pas, et pourtant, j'ai pour habitude de dire que mes parents étaient dans le médical, donc les parents auraient dû s'alarmer ou être un peu vigilants, mais on ne peut pas imaginer quand on est parent, qu'un proche, très proche de la famille puisse faire ça à nos enfants. Je suis maman aujourd'hui, donc on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas l'entendre. Avec le recul, je n'en veux pas à mes parents, mais à un moment donné, c'était le cas en disant, j'ai essayé de vous montrer, j'ai essayé par plusieurs gestes de montrer que ça n'allait pas. C'était quoi les gestes du coup? Les gestes, j'ai envie de dire qu'une fois, par exemple, ça c'est un moment qui est resté gravé dans ma mémoire longtemps, qui est vraiment un symbole. Donc j'en parle aujourd'hui avec détermination, mais avant c'était pas le cas, je n'en parlais pas. Je parle par exemple d'une scène où nous sommes tous à la maison et nous sommes dans la chambre des enfants. On a une chambre des enfants. Ils finissent son forfait et puis nous à l'époque on était dans une maison en carabote, ça s'appelle au Cameroun, en planche. Oui, en planche. Oui. En planche. Donc, la maison, les parents avec leur chambre, pas loin de la nôtre, on traversait le salon, on avait notre chambre, et à côté de notre chambre, il y avait la cuisine qui était encore en terre battue à l'époque. Donc là, les toilettes, tout était à l'extérieur. Donc, il finit son forfait, et on va à la cuisine, et lui, il me donne de l'eau pour que je puisse me nettoyer, pour nettoyer ce qu'il a fait, en fait. Et là, ma mère, elle entend l'eau couler, elle vient dans la pièce, elle arrive dans la pièce, elle demande ce qui se passe. Moi, je suis en pleurs, tu sais, je la vois venir et je pleure, mais lui, il lui dit, elle a vomi, et puis je suis en train de la nettoyer. Elle dit, ah mince. Donc, c'est-à-dire, elle va gronder un petit peu en disant, mais tu aurais pu sortir pour vomir dehors et tout, et puis elle va partir. Mais moi, je pleure. C'est-à-dire, elle aurait pu s'alarmer en disant, mais c'est pas normal, pourquoi elle vomit? Est-ce qu'elle était malade? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais rien du tout. Donc ça, c'est des signes et des gestes, ou alors le fait de dormir, de ne plus vouloir dormir dans cette chambre en disant que je suis malade.
Et quand on me donne des comprimés, je ne prends pas les comprimés, que je jette en dessous du lit et que je me gratte toute la nuit en disant c'est la Nivaquine je veux pas dormir là, c'est la Nivaquine. Et quand on t'oblige à dormir là, on te met de l'huile de palme en disant oui, ça va aller, tu vas moins et puis dors. Et puis quand on retrouve des comprimés après, quand on te dit mais pourquoi tu as jeté ça, tu essaies d'expliquer, mais non, quand on te frappe en te disant tu n'as pas jeté les comprimés, comment tu vas guérir et tout. Donc il y a plein de signes comme ça où on essaye, hein, même aujourd'hui, des personnes ont essayé de dire que ça ne va pas. Mais quand en face, on n'a pas d'écoute, on n'a pas d'attention, ben on ne le dit pas, on se tait. Et on reste dans ça, en fait. Et ce qui fait que plus tard, quand j'ai osé, et j'ai évoqué ce qui s'était passé, ben elle n'a pas pu l'entendre non plus. C'était très, très dur. Et c'est d'ailleurs l'un des motifs de mon immigration. En effet. Voilà. Je parle. Et bon, pour fermer cette parenthèse-là, qui peut faire l'objet de tout un podcast, hein, j'imagine bien. Lorsqu'on est parent, comment on se prémunit de ça? Alors, c'est difficile. Aujourd'hui, les choses ont changé parce qu'on a de l'information. On en parle à la télé, les réseaux sociaux. Les jeunes ont des téléphones portables, donc ils comprennent l'éducation. On arrive à s'éduquer sexuellement sur les réseaux sociaux, sur Google, on a toutes les informations. À l'époque, c'était un sujet qui était très tabou. C'est-à-dire que les parents, je prends un exemple bidon, les tontons qui arrivaient à la maison, qui disaient « Ma femme, viens me dire bonjour, comment tu vas ma femme ? Va chez tonton, passer les vacances et tout. » Mais le parent, dans sa tête, il ne peut pas imaginer ce qui va se passer, en fait. Et même dans les familles dans lesquelles ça se passait, on essayait de taire l'histoire, en fait. Même quand la fille osait se plaindre, on disait, tu te tais, tu vas détruire la famille. Si on sait, ça va. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, en tant que parent, aujourd'hui, la chose à faire, c'est d'être attentif, d'échanger avec les enfants, de prendre le temps. L'éducation, aujourd'hui, elle doit être différente. Elle est même déjà différente de ce qui se faisait à l'époque. C'est-à-dire, moi, ce que je fais avec ma fille, hein, mes enfants, je ne le faisais pas avec mes parents. Je prends le temps d'échanger sur tous les sujets. On se pose et on communique. Ce qui ne se faisait pas par le passé. On ne communiquait pas. On écoutait les instructions du papa ou de la maman. On écoutait et c'était comme ça. C'était tu ne fais pas ça, on te frappe. Alors qu'aujourd'hui, prendre le temps de dire à l'enfant ne fais pas ça parce que si tu le fais, voilà ce qui va arriver, qui peut arriver. Donc fais attention. Lui expliquer les conséquences. Donc ce que je fais avec ma fille, donc je lui parle. Donc tu te doutes bien qu'effectivement, j'ai ma fille en aîné. Donc mon aîné est une fille. Donc, j'ai fait très, très attention depuis son bas âge à regarder, à observer, mais tout. Je ne la laissais quasiment pas avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, j'observais, je regardais tout, mais pointilleusement, en fait. C'est-à-dire que j'étais comme ça, mais je prenais le temps de lui parler aussi. Et aujourd'hui, elle a 18 ans, hein, elle est à la fac. Et puis, c'est pas tabou, on en parle. Dès qu'il y a des sujets comme ça, on en parle, on se pose et on discute. Tu as vu ça, elle me parle des sujets comme ça. Ma copine, elle a vécu ça, on parle vraiment librement. Et parler, ça libère, ça permet que l'enfant puisse se confier à son parent. Avant, ça ne se faisait pas. Donc, être attentif, et prendre le temps d'échanger avec des enfants. Mais quand on envoie l'enfant, peut-être on va pas s'empêcher d'envoyer son enfant en congé chez un oncle, chez une tante, son frère et tout. Comment tu gères ça quand tu ne peux pas avoir les yeux sur lui à chaque fois? Tu parles à l'enfant, c'est ça. Dire à l'enfant ce qui est bien, dire à l'enfant ce qui n'est pas bien. Lui expliquer les choses, c'est expliquer les choses. On n'a pas le droit de te faire ça, ma fille. Ou mon fils, d'ailleurs. Parce que, voilà, maintenant, c'est tous les enfants. On n'a pas le droit, ça t'appartient. Parler aux enfants. Il faut vraiment tout faire. Hein. C'est difficile, hein, surtout quand on a une double culture. On a été élevé différemment et qu'ici, c'est autre chose. Il y a le dialogue, il y a la communication. C'est prendre le temps vraiment de se dire comment est-ce que je peux optimiser tout ce que j'ai appris de mon éducation et optimiser ce qui se fait ici pour apporter le meilleur à mes enfants. Et c'est vraiment pouvoir parfois briser on va dire, sa carapace pour se poser et vraiment trouver le moyen de pouvoir échanger librement avec les enfants, trouver le moyen de se rapprocher des enfants. Et on parle des violences sexuelles, mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, le harcèlement, il y a tout ça. Donc, j'ai un enfant qui a été victime de harcèlement sexuel, par exemple. De harcèlement sur les réseaux sociaux, scolaire. Si on ne prend pas le temps d'échanger, de créer ce climat de confiance, l'enfant, il ne dit rien. L'enfant, il ne dit rien. Donc, c'est vraiment pour te dire de prendre le temps d'échanger avec les enfants, de parler de tout et de rien. Et quand les enfants partent, j'échange avec eux aussi par téléphone. Il y a un portable, donc on discute. Et je sais voir les signaux. Donc l'enfant, quand on a l'habitude de prendre le temps avec son enfant, de se couper un peu de ce portable-là qui nous mange énormément de temps, de prendre le temps de se poser comme ça avec les enfants, de parler de tout. Moi, par exemple, j'ai un rituel chez moi. Tous les dimanches, je fais une réunion avec mes enfants. Ah oui, on se pose et on discute. Aujourd'hui, je suis vraiment axée, j'en parle beaucoup de la parentalité, parce que je vois ce que ça a changé dans la vie des enfants, au niveau harcèlement, au niveau éducation, au niveau tout, en fait. Parce que je me suis retrouvée, on en parlera plus tard, maman solo, donc il fallait trouver des stratégies pour pouvoir être là pour les enfants, pour pouvoir surveiller, gérer les enfants, parce que quand on est deux, on sait, hein, moi j'étais jeune, hein. Donc quand il y avait des failles à la maison, je savais trouver la faille pour sortir. Je savais profiter des conflits des parents pour
pour faire ce qui n'était pas bien. Donc aujourd'hui, je me dis, quand tu es seul avec les enfants, il faut trouver des stratégies pour pouvoir absolument semer cet environnement de confiance pour gérer les enfants. Tu es là, tu n'es pas là. Il faut que quand tu n'es pas là, que tu puisses être un peu sereine. Et ça personne ne peut le faire à notre place. Ça, c'est le parent. C'est le parent qui sent, c'est le parent qui voit, c'est le parent qui vit avec ses enfants. Donc c'est vraiment ça. Insérer un sentiment de confiance à la maison. Un environnement de confiance à la maison. Yes, ok, top. Je pense que le message est passé. Et donc oui, suite à ces différents événements-là, ça a été une motivation supplémentaire pour que tu viennes en France. Oui, un des motifs qui a un peu accéléré la procédure d'immigration. Ok. Raconte-nous comment ça se passe pour que tu prépares ton voyage et tout, je te retrouve en France. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire? C'est assez drôle quand même. Oui. oui. C'est le retour que j'ai souvent. C'est très drôle parce qu'effectivement, il faut revenir 20 ans en arrière. Donc, c'est pas Sandrine d'aujourd'hui, c'est Sandrine il y a 20 ans qui était toute jeune, qui était la fille chérie de ça, parce que j'ai retrouvé mes parents plus tard, donc j'étais la princesse. Aujourd'hui, à 18 ans, les filles sont émancipées, donc j'étais bébé en fait dans ma tête. Je venais d'avoir mon bac, mes parents étaient séparés, donc j'étais vraiment le bébé. Je n'avais jamais vécu seule, je n'étais pas allée étudier à l'université toute seule, j'étais avec mes parents, j'avais toujours vécu dans le cocon familial. Et donc le bac arrive, mes parents sont séparés, je passe le bac, et là ils se posent cette question, savoir comment est-ce qu'on fait des enfants en fait, parce que je le dis dans mon livre, au Cameroun, à l'époque, on disait quelqu'un devient quelqu'un s'il est quelqu'un derrière quelqu'un, un truc comme ça. Donc, nous, on n'avait pas quelqu'un quelque part pour être aussi quelqu'un. Il fallait devenir quelqu'un. Voilà. On n'avait pas quelqu'un d'assis quelque part pour nous aider à devenir quelqu'un. Et là, les parents s'interrogent sur l'avenir des enfants. Là, ça y est, on a le bac. Et je passais le bac avec mon frère cette année. Et nous étions les deux, on va dire, petits-fils, les deux aînés petits-fils. Donc, on se dit, là, on a 2 bacs. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va gérer? Donc, mes parents, ma mère notamment, et ses frères commencent à réfléchir par rapport à ça. Et moi, à ce moment-là, c'est un peu compliqué parce que c'est la période où mes parents sont en conflit, c'est les tribunaux et tout pour le divorce. Et je refuse parfois d'aller voir mon père. Et ma mère, elle ne comprend pas. Donc, parfois, j'y vais pas parce qu'effectivement, cette personne qui m'a fait du mal est là. Elle est là. Et un jour, je lui dis, je veux pas. Tant que cette personne est là, moi, j'y vais pas parce que cette personne m'a fait du mal. Et elle entend ça. Mais il faut pas avoir un bac plus 10 pour comprendre. Il t'a fait du mal? Oui, depuis que je suis petite, il m'a fait du mal. Là, elle rentre dans une colère et je pense qu'elle a compris, elle n'a pas voulu en savoir plus en fait. Parce que c'était trop douloureux, c'était trop dur. Je suis parent aujourd'hui, encore je le dis, c'est très très difficile de pouvoir entendre des détails parce qu'on se rend compte qu'on a échoué un peu à son rôle, on a failli à son rôle de parent en fait. Donc c'est très très difficile. Et elle va alerter un peu, elle va lui dire à un moment donné que voilà, il paraît que celui-là a fait ci et puis mon père, il ne va pas l'entendre. Pour lui, c'est impossible, il ne peut pas l'entendre. Et puis même, c'est un mécanisme de défense. Oui, c'est normal. Aussi, et puis c'est pas possible. En plus, c'est pendant cette procédure-là, c'est de dire que non, mais qu'est-ce que tu me racontes encore, quoi, c'est pas possible. Donc là, c'est compliqué. L'autre, il va savoir, il va être au courant parce que mon père va lui dire, il se paraît qu'on dit que, tu vois, celle-là encore, elle a monté les enfants. Donc c'est très compliqué. Et là, du coup, son choix va s'orienter, c'est-à-dire, sans dire aux autres, pour elle, elle va dire, c'est elle qui part. Il faut qu'elle parte parce que si ça se sait, il va y avoir des représailles, bien évidemment, parce que j'avais été prévenue, il m'avait dit à l'époque. Et si on sait, si tu dis, voilà, machin, il va se passer ça, donc elle se dit, là, il faut que je préserve cet enfant, ne peut pas vivre dans cet environnement, il faut qu'elle parte. Donc, associé à ça, le fait qu'on était en train de voir qui va partir. Qui est ton frère ou toi? Donc, Sandrine est choisie pour partir. Mais sauf que Sandrine, on n'a pas de lien en Europe, on n'a personne. Donc, il faut qu'elle parte, mais où? Quelque part, où on ne sait pas. Donc là, il faut commencer à se renseigner pour savoir où est-ce qu'elle peut partir, est-ce qu'on a des connaissances en Europe, comment est-ce qu'on fait. Donc là, on va se renseigner, bien sûr, ma maman, elle était infirmière, aide-soignante, au Cameroun, c'est papa qui était infirmier, et elle a des collègues qui ont des enfants qui étudient en Europe. Donc elle va se renseigner, comment vous faites? Mais ça, à l'époque, on n'en parle pas. Oui, pas beaucoup. On ne dit pas. On ne dit pas comment on a fait, on dit, c'est son oncle qui a pris ou alors une bourse. Comment on a fait? On ne connaît pas le process, déposer un dossier, campus, ambition, campus, tout ça. On ne sait pas comment ça se passe. Donc ça, on n'a pas d'informations. Et du coup, elle va se renseigner un peu de manière aléatoire à ceux qu'elle connaît au quotidien. Est-ce que vous connaissez? Et là, elle va avoir le contact de cette maman-là qui a ses enfants en Europe. Et elle va aller vers cette femme-là qui est extraordinaire, qui va dire, oui, j'ai mes enfants qui sont en Europe. Mes enfants sont en Europe, il n'y a pas de souci. Et puis, je connais comment faire pour qu'elles partent. Donc, c'est ça qui est surtout important. C'est-à-dire, non seulement on a quelqu'un, on a un pied, mais on connaît comment faire. Comment faire pour obtenir le César? Le visa. Le visa. Parce que parfois, on me dit, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo parce que moi, j'ai eu cette chance de prendre l'avion quand même parce qu'il y en a plusieurs qui vont passer par d'autres moyens un peu chaotiques pour essayer d'arriver. Mais moi, à l'époque, je suis jeune. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, ça ne me dérangeait pas tant que ça d'être là-bas, d'être au Cameroun.
C'est-à-dire que pour moi, je n'avais pas imaginé que je partirais. Enfin, à l'école, on avait des personnes qui avaient des contacts, qui avaient des parents bien situés. On savait qu'ils allaient partir. D'ailleurs, quand je suis partie, ça a étonné tout le monde. Elle aussi. Ah bon? Ah, elle aussi. Ah oui, parce que non, je ne faisais pas partie de ces personnes-là. Non, pas du tout. Donc moi, c'est vraiment à partir de ce moment, quand ma maman me parle de ça, que je me dis, pourquoi pas? Donc, on va avoir ce contact-là, ce très bon contact qui, effectivement, a le moyen d'obtenir le sésame, ce visa, et ça va aller très vite, ça va aller très vite parce qu'on va rencontrer cette personne rapidement qui va nous dire il y a des possibilités qu'elle parte, si vous êtes prêt, bien évidemment c'est financier, si vous êtes prêt, les choses peuvent aller très vite et elle peut partir rapidement en fait. Donc on va rencontrer cette personne-là et là les choses vont commencer à se préciser dans ma tête parce que je me dis donc en fait c'est quand on va se voir pour prendre des empreintes et tout pour aller faire le passeport que je vais me dire mais en fait c'est pas une blague, c'est-à-dire qu'on est en train de faire les choses pour que je parte quoi. Et puis je voyais ma mère qui s'activait un peu pour chercher les moyens financiers et tout. Donc on va avoir finalement ce sésame là et le jour ma mère va m'appeler de manière officielle pour m'appeler dans sa chambre et me dire le dossier a été déposé, donc si tout va bien dans tu vas partir. C'est vraiment à ce moment là que je me suis dit ouais, c'est réel. C'est réel. Et dans le c'est réel, c'est ambigu en fait. C'est-à-dire, je suis contente et je ne le suis pas. Contente parce que je vais partir. Ça, c'est génial parce que je savais que je partais en Europe, c'était sûr. Je voyais la télé, je me disais, mais je vais être bien là-bas. Mais après, derrière, je me disais, mais tu pars, tu vas laisser ta mère, tu vas laisser tes frères, tu vas laisser ton environnement, tes copines, tout le monde. Mais tu vas où en fait? Mais bien évidemment, maman était enthousiaste. Je pouvais pas lui pouvais pas lui montrer que c'était dur. Et c'est pire encore quand on m'appelle pour me dire, je suis en train de me coiffer, on m'appelle rentre à la maison pour me dire qu'en fait, là, le visa, il faut que je parte en fait. Ouais. Là, je me dis, punaise, comment je fais? Donc, il faut organiser les choses rapidement. Je suis avec mes copines, faut rien dire à personne. Je suis gardée je suis gardée plus que le président des États-Unis, c'est-à-dire que je ne peux pas sortir. Je suis surveillée en fait, mes appels sont surveillés. Elle écoute parfois pour que je ne dise pas à quelqu'un que je pars parce qu'il faut le garder ce secret encore aujourd'hui. Je crois que ça existe encore aujourd'hui. On ne le dit pas quand on part. Quand on parle de visa, on ne dit pas, on a peur du sorcier, on a peur de le premier en plus. Donc on ne dit à personne. Chez mes copines, je rigole, mais on prévoit des choses, mais je sais que je ne serai pas là en fait. Ouais. Mais je suis surprotégée en fait. Et là, le voyage est programmé, on organise, elle fait ce qu'il y a à faire. Ma tante aussi, qui prend toutes ses économies, qui met dedans, avec les oncles, ils organisent mon voyage. Et bien le jour où je dois partir, toute sa personne est au courant. C'est-à-dire même mes frères, on leur dit vraiment, on va dire du jour, la veille, parce qu'on est en train de préparer les affaires. Et puis là, donc le jour même de départ, il va appeler les proches de la famille en leur disant venez, on a eu une opportunité, venez seulement à la maison. Parce que là, on ne peut plus faire la magie, on peut plus faire la sorcellerie. C'est fini, venez, vous allez découvrir là, vous allez découvrir. Et là, moi, il me dit appelle 2-3 amis proches. Et moi, j'appelle des amis qui viennent. Ils arrivent à la maison, on est en train de faire à manger. Ma mère fait à manger, mais elle n'est pas là, elle fait à manger, mais elle m'évite en fait. Ça dit, je n'ai pas croisé le regard. Et moi, je suis préparée comme une mariée. Je le dis, je vais me laver dans la douche, je pleure parce que je me dis, mais punaise, c'est en train de se faire. Tout le monde est content, sauf moi en fait. Tu vois, j'ai des photos dans mon livre, j'ai des photos. C'est vraiment quelque chose. En plus, à l'époque, on n'avait pas de téléphone qui faisait des photos. Donc, pour l'occasion, on a fait venir un photographe. C'est quand même exceptionnel. Pour le départ, c'est quand même. Oui, pour le départ. Quand même dans la c'est quand même. À l'époque, on allait dans les studios photos faire des photos. On n'avait pas de téléphone pour faire ça. Non. Donc là, il y a un photographe qui vient, mais sur les photos, on le voit tout de suite. Tout le monde est content, sauf moi. J'ai une tête où, les gens sont joyeux autour de moi, mais je suis en mode, ça va pas. Je suis préparée. Et puis, on m'amène à l'aéroport pour le départ. Donc, pendant le trajet, tout le monde est content. Ceux qui ont pu nous rejoindre à l'aéroport, on arrive et on fait des photos. Mais la photo dans mon livre, c'est exceptionnel. La photo, je suis là, je vais en France en plein hiver. Je suis en boubou, avec les manches en l'air, avec les scapins, avec un petit coupe-vent qu'elle m'a acheté en disant mais il fait froid, tu fais ça là-bas, ça va aller. Et puis, tout était préparé pour que je parte. Donc, j'arrive, elle me dit au revoir et je pars. Donc, c'est très dur, c'est-à-dire, elle me dit au revoir sans me dire au revoir. Elle me passe son foulard, et un foulard que j'ai d'ailleurs, que j'ai gardé, et elle me dit au revoir. Mais sauf que moi, ça ne se passe pas comme le au revoir, là, ça ne se passe pas. Personne ne se doutait que j'allais être de retour quelques jours après. Donc, je pars. C'est un déchirement pour moi. Parce que je pars, je laisse tout le monde, donc on part de la maison, c'est la fête, on arrive à l'aéroport, c'est la fête, on est à l'extérieur, on ouvre les dernières canettes de jus pour dire au revoir, et puis vient le moment où tu dois dire au revoir, où tu dois partir seule, et là je cherche ma béquille, je n'ai pas de béquille en fait, je suis toute seule, tu pars où, tu vas commencer comment, je n'ai rien, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend là-bas et c'est tout, et je prends conscience qu'en fait là je pars,
Mais en fait, des décisions, c'est ma vie. En fait, je vais reconstruire, je vais commencer ma nouvelle vie. Donc, je pars comme ça et le vol, je suis à l'avion en pleurs. Hein, et je me doute bien qu'ils sont en train de crier. Parce que nous, on accompagnait les autres aussi souvent. On sait, parce qu'avec mon père, on allait souvent à l'aéroport pour visiter. C'était la sortie du dimanche. On arrivait, on se posait et on voyait les avions partir. Ben oui, papa avait une moto, il nous prenait à 3 sur la moto. C'était la sortie, on allait se poser, on regardait les avions partir, on était contents. Et puis, on s'arrêtait à la boulangerie, on prenait les beignets sucrés et on rentrait. Wow. Avec papa, c'était notre sortie. Franchement, on adorait. Donc là, je me doute bien que c'est mon tour. Je suis là, je suppose qu'ils sont en bas en train de me dire au revoir. J'arrive à Charles de Gaulle. Donc, je voyage pendant tout le vol. Je ne dors pas, je ne mange presque pas. Je suis tétanisée, je ne sais pas où je vais. Nous voilà arrivés. La terre promise. Ce beau pays-là. Ce magnifique pays. Des droits de l'homme. La France du général de Gaulle. Ouais. Donc, j'arrive à Charles de Gaulle, on se pose. Et là, tu as des passagers qui ont l'habitude, qui descendent, qui prennent leur valise, tout le monde qui sortent, tout le monde est en train de courir, quoi. Ça dit, ils prennent les manteaux, toi tu es là, tu es la même personne, tu es à côté, tu sais pas, on te bouscule même en passant, tu es là, tu dis, bon, ok, tu essaies de prendre. Et là, j'avais celui qui est à côté de moi qui me regarde, qui me dit, vu comment vous êtes habillés là, vous avez sorti, hein. On n'avait que ça, oui, j'avais des chaussettes, parce que dans l'avion, j'avais tellement froid, j'avais mis des chaussettes, donc j'ai doublé ma chaussette. Sur les escarpins. J'avais des escarpins, comme une bout pointu à l'époque. Donc là, les chaussettes de pied ne rentrent pas. J'ai cassé, j'ai plié les escarpins de, tu vois, j'ai plié. Donc j'avais froid. Moi, je voulais juste, j'avais froid. Je prends la couverture, il me donne la deuxième couverture, mettez dans le sac parce que là, vous allez avoir très froid dehors. Donc je prends ça, j'ai mon manteau, mon coupe-vent, j'ai le foulard, le petit foulard de ma mère, j'ai ma valise et j'ai un petit sachet en main dans lequel je mets les couvertures. Mon passeport, il est quelque part sur moi. On sort. Arrivé, bon, les gens, ils couraient à la sortie, ça bloque un peu, on sort. Arrivé, je vois, ça se ralentit encore. Il se passe quoi? Contrôle, bien sûr, police des frontières. Donc on arrive, j'ai 4 personnes qui viennent devant moi pour me demander mon passeport. Tu as identifié direct que celle-là. Aujourd'hui, je me dis, mais toi-même, tu allais où comme ça même là, en plein hiver, donc les 4. En plus, ils sont venus devant moi en disant votre passeport. Ouais. Le passeport était même où je commence à chercher le passeport. Celle qui m'a demandé là, c'est une Française, une caucasienne. Hein. Et moi, je sors mon passeport, je donne à qui? Je donne à celui qui me ressemble. Ah, ben oui. Il y a même monsieur. Je donne à tonton, pardon. Voilà le truc. Mais il repasse à ceux-là. Il regarde et me dit, attendez sur le côté. Il continue à contrôler. Je ne suis pas seule sur le côté. On est 3-4 sur le côté à attendre. OK, on attend. On est sur le côté, on attend tranquillement. Les gens, ils passent. Mais il y en a qui attendent, mais c'est vraiment pour un contrôle, un deuxième contrôle, et puis on les laisse partir, quoi. Sauf que nous, vous la prenez vos affaires, venez, suivez-nous. Et là, début de calvaire, en fait. Donc, c'est là où j'ai commencé à comprendre que la terre promise n'allait pas être la terre promise que je pensais. C'est pas le miel que tu as là. Voilà, ça allait être autre chose. Donc, l'accueil, les interrogations commencent, le regard qui est très, très dur sur moi. Et je rappelle que je partais, j'étais entourée par la famille et tout. Hein. Et si tu permets, est-ce que ce regard qu'ils ont eu sur toi, c'était plus lié à quoi? Est-ce que c'était du racisme ou alors c'était lié, par exemple, à la situation, ça se voyait que tu étais prolétaire? Selon toi, c'était dû à quoi? Non, pour moi, c'était pas du racisme. Parce que dans ce vol, il y avait beaucoup d'Africains. Le vol venait de l'Afrique. Ouais. Donc, je pense qu'ils reçoivent des vols, enfin, des passagers comme ça tous les jours. Pour moi, à ce moment-là, c'est pas du racisme. C'est vraiment, on s'interroge sur la personne, on regarde mon accoutrement, on se demande ce qu'elle fait là. Mon accoutrement parle pour toi. Voilà, mon accoutrement parle pour moi. Enfin, on comprend pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, si je vois quelqu'un habillé comme j'étais habillé, je vais m'interroger. En fait. Mais c'est qui elle, pourquoi, est-ce que tout va bien? Donc, c'est un peu ça, ce regard de dire, mais voilà, c'était ce regard un peu difficile. Venez arriver et puis de voir qu'on met les gants pour te. C'était très dur, en fait. Je m'attendais pas à ça et surtout que, à ce moment-là, je suis dans un environnement que je ne connais pas. Ce sont des hommes en tenue. Moi, je ne connaissais pas ça avant, moi. Je suis on va dire, dans le poste de police de l'aéroport. C'est des personnes de type caucasienne qui sont autour de moi. Ouais. Donc, je suis vraiment... On te sort d'un truc du village, on t'amène à Yaoundé. Tu n'as jamais mis les pieds à Yaoundé, on t'amène à la capitale comme ça, en fait. Je suis perdue. Et j'ai froid et j'ai faim, je suis fatiguée. Mais on commence à m'interroger. Au départ, les interrogations sont un peu poussées vers... en mode, peut-être que je trafique, peut-être que je trafique, peut-être que j'ai de la drogue, je ne sais pas. Parce qu'on va me fouiller, on va me poser des questions sur ma famille, surtout mon voyage, pourquoi vous venez et tout. Mais moi, je réponds de manière vraiment honnête et cette étape-là où je demande d'aller faire pipi et qu'on m'accompagne, c'est très dur. Ça. Ah oui, j'imagine. Ouais, oui. C'est violent. C'est très violent. Moi, ça ne m'est pas arrivé. C'est très dur. Ouais. Et puis, j'ai envie d'appeler ma mère. Je demande d'appeler. Je peux appeler personne. C'est surtout ça. Je ne peux appeler personne. Tu es seul au monde, quoi. Tu es seul. Enfin, c'est très, très dur. Hein. Personne. Et puis là, tu passes des heures comme ça. On t'interroge sur tout. Je ne comprenais pas ce qui se passait, en fait. Et pour, après quelques heures, venir me dire la décision a été prise parce que vous allez être rapatrié.
Ça, c'est très dur, ça. Vous allez être là, expulsé. Ça fait combien de temps que tu es à l'aéroport? Ça va faire 4 heures, 5 heures, je suis là à tourner en rond. On vient vous dire, vous allez être expulsé. Mais pourquoi il voulait être expulsé? Parce qu'en fait, si tu veux, mon passeport, j'avais un visa. Ouais. Mais il avait été un peu traficoté. C'est-à-dire que voilà. J'aimerais que tu me précises. Voilà, il y avait quoi les trafics? C'est-à-dire mon âge, tout simplement. C'est quoi, on avait augmenté ton âge? J'étais une tata en fait. Mais pourquoi on avait augmenté ton âge? Peut-être la facilité d'obtention du visa à cette époque. Parce que pour aller faire des achats, il faut être tata. Ah donc si je comprends. J'étais jeune. Donc si je comprends bien. En fait, on a augmenté ton âge. Oui. Pour que, dans le visa, le motif du visa, c'était commerçante, quoi. Voilà, il m'a acheté, elle m'a choisi. Sauf que ça, on a jamais acheté. Énorme. Mais oui, puis là, j'étais gamine, même dans la tête. Aujourd'hui, les filles de 21 ans n'ont pas, enfin de 18 ans, elles sont matures, elles ont de l'expérience, elles ont... Mais à l'époque, j'étais un bébé. Mais tu avais grandi dans le cocon familial. Mais oui, c'était même, aujourd'hui, regarde ma fille, regarde-moi. Ma fille, aujourd'hui, elle a 18 ans. Mais quand je la regarde et que je me vois à l'époque, je me dis, mais toi, c'était c'était quelque chose. Donc, ils se doutent bien, ils me disent, voilà, donc ils avaient des doutes et puis ils m'ont dit, bah écoute, la décision est prise, vous allez repartir. Ouais. Sur le coup, je suis soulagée parce que je me dis, enfin, c'est terminé les interrogatoires, enfin, c'est fini. Mais aussi, de l'autre côté, c'est très dur parce que je me dis, waouh, est-ce qu'ils sont au courant que je vais rentrer? La fête qu'on a fait la veille, là, tout l'argent qu'on a mis, comment ça va se passer? Donc, là, ça commence à être violent pour moi. La honte aussi, quoi. La honte. C'est-à-dire, c'est surtout la déception de ma maman. Ouais. Parce que je sais qu'elle a misé, tout est misé là-dessus. La honte. Parce que généralement, quand tu prends l'avion, tout le monde est au courant. Bien sûr. Parce que les gens sont accompagnés, tout le monde. Ça va très vite, ça va vite. Avant que tu ne décolles, tout le monde est au courant. Tout le quartier au courant. Comment tu fais? Donc, sauf que là, je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui se passe, qu'on va m'emmener en centre de rétention. Ah oui. Et ça, c'est difficile parce qu'on te fait passer à l'aéroport. Et je dis, j'avais cette couverture parce que j'avais tellement froid qu'il m'avait mis une couverture chauffante, les couvertures pour me faire passer. J'avais ma valise, j'avais pas dormi, j'étais en miettes. Donc on passe dans l'aéroport pour aller prendre la voiture de la police pour se rendre au centre de rétention. Donc pour moi qui suis partie la veille en fanfare, me retrouver dans cette posture, n'ayant jamais été avec un homme maintenu à côté de moi, c'était très dur. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé à pleurer, supplier pour rien d'ailleurs. Supplier, laissez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux voir ma mère. Mais je te dis, j'étais un bébé. Je veux rentrer, je veux voir ma mère. On m'amène où? Donc je vais en centre de rétention. Et en centre de rétention, je me rends compte que je ne suis pas seule. Donc on est nombreux dans ce cas-là à attendre la sentence, on va dire. C'est même pas la sentence parce qu'on sait qu'on va rentrer, mais on attend qu'il y ait des places disponibles dans les vols retour. Donc je suis là. Et je vois d'autres personnes. Et ce qui est marquant, c'est que dans cette salle, il y a aussi des personnes âgées qui sont là et qui attendent aussi. Donc c'est très très dur. On se regarde, on se soutient, mais on ne se parle pas. On sait qu'on est là, on sait qu'on est, on n'est pas la bienvenue, on est rejeté, on ne se sent plus humain. On se regarde, on est pris de compassion, mais on ne peut rien faire. Chacun est dans son coin, on attend. Et moi, je passe la nuit en centre de rétention et on vient me chercher le lendemain en me disant, on a trouvé un vol pour vous, vous repartez. Donc rebelote, on repasse par le même chemin après des formalités, donc pleure. Je crie, je pleure et tout. Il m'amène quand même. Et puis, on me fait rentrer dans l'avion. J'ai les mêmes vêtements. Waouh! J'ai les mêmes vêtements. J'ai le foulard de ma mère qui est imbibé de larmes. Hein, je le dis dans mon livre. Imbibé, je les ai, ces vêtements encore. Ah oui? Imbibé de larmes, imbibé de tout. Et on m'amène au fond de l'avion. Je suis la première passagère à rentrer dans l'avion. Donc, je suis la première. Je vais au fond de l'avion. Et là, je pleure. Et les policiers, chaque fois qu'ils m'amènent, ils me disent, calmez-vous. Parce que si vous ne vous calmez pas, on va vous ligoter, on va vous... Tu vois, les expulsions. Ah oui, parce que c'est ça. Si vous faites du bruit, bah, ça ne va pas. Parce que vous allez alerter les autres, ce n'est pas bon. Donc moi, je suis au fond de l'avion, je suis encadrée par des policiers. Et là, les passagers montent. Mais je suis toujours en pleurs. Hein. Je pleure, je supplie. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que à ce moment précis, je me sens... la terre promise pour moi à ce moment est, je sais plus, je sais pas s'il y a un mot plus violent que je peux employer en disant, voilà, pour moi je hais la France, faut pas me parler, je déteste, je me sens humiliée, rejetée, je me sens, sachant que je pars du pays, je suis quand même la première, je suis quand même d'une famille moyenne, je me sens mais moins que rien. Je ne comprends pas. À ce moment-là, je ne comprends pas, je dis mais je ne vais que quelque part, pourquoi je suis traitée comme ça? Est-ce que la terre là, elle appartient à tout le monde? Enfin, je ne comprends pas ce qui se passe en fait. Ça. Et les passagers rentrent dans l'avion. À un moment donné, je me dis, peut-être que si je te calme, ils vont comprendre, ils vont... Voilà, et à un moment donné, non, pas du tout. Je vois les passagers qui me regardent. Je suis tout au fond, toute seule. Donc, je reste calme à un moment donné et ils vont échanger avec l'équipage et ils vont partir.
Ils vont partir, ils vont me laisser. Mais sauf que dès qu'ils vont partir, je vais recommencer à pleurer, à hurler, en suppliant les hôtesses, l'équipage, en disant, s'il vous plaît, je n'ai rien fait, laissez-moi, parce que je pense à ce qui m'attend là-bas. Ouais. Je me dis, mais quelle humiliation je vais apporter à ma maman là-bas. Comment est-ce qu'on va vivre ça? J'ai déçu tout le monde. C'est terrible. Tu es la première, on te prend, tu es l'étoile de la famille en te disant, va ouvrir le chemin pour les autres. Et tu es arrivé, tu n'as même pas pu rester une semaine. Mais tout ce qui a été engagé, comment ça se passe? Et sachant que je n'ai eu personne au téléphone. Donc, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas si on m'attend, je ne sais pas. C'est le flou total. Donc, je vais supplier les hôtesses, mais rien. Elles vont me dire, calmez-vous, on n'y peut rien. Je vois bien. Hein. Et je vois bien les hôtesses qui sont, voilà, elles ne peuvent rien faire. Hein, et même un des policiers qui me regardait et qui m'a souhaité bonne chance. Mais je voyais bien qu'il avait de la compassion. Mais je ne comprenais pas pourquoi il ne me laissait pas partir, en fait. Je ne savais pas qu'il y avait toute une autorité au-dessus. Donc, finalement, ils vont partir. Et puis, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Ils vont me donner de l'eau, je ne bois pas, je pleure, je crie. Et on décolle. Donc, on décolle. Et là, quand l'avion décolle, tu te dis, mais mon Dieu, comment est-ce qu'on peut faire pour que cet avion-là n'arrive pas à Montréal? Ah non. Tu as envie de disparaître. Non, mais tu veux que là, tu pries que l'avion, que tout s'arrête, là, qu'il y ait un truc, le tonnerre gronde et que vous partez tous. Comme ça, au moins, on ne saura pas que tu es arrivé, on t'a interrogé, on a fait tout. Puisque personne n'est au courant, tu te dis, pourquoi on ne disparaît pas? Tu te dis, ou alors que ça dure une éternité, que vous n'arrivez jamais, en fait. Là, tu penses à ce qui t'attend là-bas, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais voilà, malheureusement, et heureusement pour les autres, les passagers, on arrive. Et là, je suis remise directement à la police. Bien sûr. Au Cameroun. C'est pas la même police. Hein. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc, tu ne voulais que voyager. Hein. Je ne voulais que partir. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas volé. Je n'ai rien fait. Et là, je me retrouve mais dans un état piteux. Imagine, je ne me suis pas lavée depuis. Je suis amaigrie, hein, j'ai perdu du poids en 2 jours parce que moralement, c'était un chaos, hein, c'était terrible. Donc, je me retrouve là entre la police, les mains de la police camerounaise. Le traitement n'est pas pareil. Hein. Ah, venez ici. Donc, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Bien. C'est pas la même chose. Tu viens nous laisser. Ah, c'est pas la même chose. Donc là, je vis encore un traumatisme parce qu'on m'amène dans un autre centre de rétention. Au Cameroun, cette fois-ci. Voilà, mais qui n'a rien à voir. Ben était mieux. Était mieux, les odeurs et tout. Ah, mon Dieu, les odeurs, et une odeur qui a mis du temps à partir d'ailleurs. Donc, c'est très compliqué. Hein. Et puis, bien sûr, j'aperçois mes parents, je vois, je lance l'œil, je vois ma maman, punaise. Ils sont là, et mes oncles, c'est plus la même, c'est pas la même ambiance. Hein. Ma mère, je la reconnais pas, hein. Elle a fondu, c'est pas la même personne. Parce qu'entre-temps, ils ont appelé pour savoir si j'étais arrivée. On leur a dit non, et puis ils ont eu une information comme quoi je revenais. Ça, je ne savais pas. Donc, ils sont là, ils vont se battre à l'aéroport. Pourquoi on ne m'amène pas? Parce que l'idée, c'était, après le centre de rétention, c'est d'amener directement à l'aéroport, c'est amener dans le centre de rétention même. Donc, c'est pas de rester à l'aéroport. Ah, il y a un centre de rétention? Oui, dans l'aéroport. Dans tous les aéroports, il y a un centre de rétention et puis on t'amène à l'extérieur. C'est-à-dire, là, c'est juste, on m'a dit une cellule pour le temps d'interroger et tout. Et après, on t'amène dans l'idée. Ma mère avait dit à la maison, vous faites tout, mais on ne l'amène pas ailleurs. Vous faites tout pour la sortir de là. Donc, mes oncles vont faire tout ce qu'il y a à faire pour que je puisse sortir. Hein. Donc, on sait comment ça fonctionne. Et finalement, je vais être remise à mes oncles avec tous mes documents. C'est le froid total. On ne me demande même pas comment ça s'est passé. Rien, personne ne parle. Glacial. Sauf qu'on ne m'amène pas à la maison. Bah oui, on ne peut pas t'amener à la maison. Non, c'est pas possible. Tout le monde sait que c'est en train de Gombeng. Déjà, continue à croire qu'elle vient. Mais attends, tout le monde sait que c'est en train de Gombeng. On va dans un quartier là. Il y a ça à l'époque, il y a perdu d'un quartier perdu. Chez un ami d'un de mes oncles. Ah là là là, je suis au fin fond là-bas. Et je reste là-bas, on me prend mon téléphone. Tu ne dois pas. Mais c'est chaud. Bon, c'est une deuxième prison. C'est la prison. Ouais. Tu ne dois pas sortir de peur que quelqu'un te remarque. Entre-temps, ma mère a la pression. Parce que ma tante et mes frères. C'est comment? Elle est arrivée, elle n'a pas appelé. C'est comment? Elle doit gérer ça, c'est-à-dire gérer son attitude, gérer son stress, gérer tout ça en face de ces personnes en les rassurant. Mais elle sait que gars, elle est dans un coin là-bas. Comment on fait? On va attendre quelques jours et dire que bon, voilà, elle est arrivée là-bas, elle était malade, elle est rentrée, on essaie de trouver. Et ça arrive, on a vécu ce pays, on a vu des personnes qui sont rentrées. Mais sauf que là, c'était l'humiliation totale, c'était très grave. Donc là, je vais rester là pendant un moment, le temps qu'on regroupe l'argent, parce que la chance que j'ai dans mon malheur, c'est que mon visa n'est pas touché. Ça, c'est génial, parce que mon visa n'est pas touché, mais ils estiment qu'ils ont des doutes, mais ils me font rentrer. Donc là, j'ai dit à mes parents, on fait comment? Parce que là, la commerçante, il faut qu'elle ait l'argent pour le goût. Après, c'est parce qu'elle n'avait pas les deux la première fois, elle n'avait pas ce qu'il fallait, donc il faut refaire les choses pour qu'on parte. Donc il va falloir qu'on cherche l'argent, qu'on mobilise encore les fonds pour que je reparte. Alors le deuxième voyage, c'est pas pareil que le premier. C'est-à-dire, il n'y a pas de mobilisation de famille. Il n'y a personne. C'est moi, 2 oncles, mes tantes, terminé. Même pas ma maman, parce que ma tante, elle,
elle aurait appris ça, je crois qu'elle aurait fait un AVC. Donc, elle ne savait même pas. Elle s'inquiétait de ne pas m'entendre. Ma mère, maison, c'est dans la voiture, c'est tu restes là-bas, peu importe, tu ne reviens plus. Je comprends que là, je n'ai même pas le choix, en fait. Ouais. Tu restes là, point barre. Point. Je me rappelle, j'avais demandé à ce qu'on me donne des vêtements en jean et tout. On m'a dit, parce que tu vas faire jeune. Ah oui, il fallait que tu fasses plus âgé. C'est quand même une commerçante. Mais bien sûr, je demande encore un boubou, elle m'achète encore le manteau. La même chose, dit, mais bon frère, il fait froid là-bas, et le froid que j'ai vu là-bas, il n'y a pas ça ici. Niet, c'était, tu pars comme ça. Donc je repars cette fois-là. Et cette fois-là, bien sûr, je passe plus par Charles de Gaulle. Donc je vais passer par un autre pays directement. Et c'est chaud parce que je manque encore de me faire attraper 2 fois. Comment ça? 2 fois. Je suis passée par la Suisse cette fois-là. Donc j'arrive en Suisse. Une fois que j'arrive à l'aéroport, là, je passe le contrôle de frontière. Bizarrement, hein, on regarde, je passe, on m'interroge un petit peu et puis on me laisse passer. Ouais. Donc, moi, j'arrive en salle d'attente maintenant pour prendre le vol qui va m'amener en Espagne. En Espagne, ouais. Et c'est là-bas que c'est chaud. C'est là où c'est chaud, c'est-à-dire en vol interne en plus. Aujourd'hui, je me dis, mais les vols internes, normalement, étant donné que tu as déjà, c'est normalement à la rentrée, en rentrant sur le territoire européen qu'on doit te... Mais non. Mais c'est là-bas que c'est chaud parce que l'agent de police qui va contrôler, ou l'agent de police, ou on va dire l'hôtesse, l'hôtesse qui va contrôler, qui contrôle à l'entrée du vol, elle va contrôler, elle va se rendre compte qu'il y a un truc en fait. Elle va dire, mais c'est pas possible, vous étiez il y a quelques jours. Vous êtes parti il y a quelques jours et tout, elle regarde, c'est bizarre et tout. Elle est même l'idée d'appeler Charles de Gaulle hein, pour savoir effectivement. Et moi, mais madame, ce n'est pas comment, avec le tout petit, la petite, moi on m'a dit là-bas que là-bas, hein, tu restes. Si c'est en prison, c'est là-bas. Et moi, dans ma tête, je suis déterminée aussi. C'est-à-dire que là, je reprends en me disant, j'ai loupé une fois, je ne veux plus faire revivre la même chose à ma mère une deuxième fois. Donc, il faut te battre. Donne tout. Donc là, le téléphone de la dame va sonner. Elle va passer mon passeport à son collègue. Aïe, 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 aïe. Il va sonner. Est-ce que c'est alors de ma faute? C'est pas de ma faute. Regardez, moi, j'étais là, machin. Le monsieur, il prend à la queue, il fait pas, il me met le tampon, il me laisse partir. Ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Mais son téléphone, je te dis, j'ai eu la sonnerie, c'était la sonnerie du téléphone de ma mère, Nokia 3310. Wow. Donc ça sonnait pas, il m'a mis le tampon et j'ai couru dans les couloirs. Mais tu rigoles, mais c'est un truc de dingue. Mais j'ai fait des actions qui forçaient même à venir me chercher en fait. Ah ouais, à ce point. Parce que depuis moi je voyage aujourd'hui, on peut pas te dire de partir à l'avion, tu passes, tu traverses, tu cours pour aller. On court pas dans les couloirs, on court pas, ça ne se fait pas. Où tu vas, tu fais la queue comme tout le monde, tu avances. Dans les autres, auraient pu dire, mais elle est dingue. Prenez-la. Donc, c'est-à-dire, moi-même, j'ai posé des actes au juge, je me dis, mais en fait, c'est toi-même qui voulais aller te jeter dans la gueule du loup, en fait. Et je courais parce que dans ma tête, je me disais, mais quand elle va dire raccrocher là, elle va se tourner, elle va venir me chercher. En fait, tu cours pour aller où? Parce que là où tu vas, là, tu vas t'asseoir, tu vas attendre que tout le monde entre dans l'avion pour que vous puissiez décoller. Donc, tu cours dans le sac, en fait. Donc, je cours, mais les autres auraient pu... Mais aujourd'hui, je me dis, mais il faut être dingue pour faire ça. Mais parce que je crois que j'étais sortie de mon corps, en fait. Le corps, il agissait, mais je sais pas. Je n'étais plus là. C'est pas possible. Énorme. Parce que je rentre, et puis même celui qui est à côté, il me voit. Est-ce que ça va? Tout va bien. Moi, aujourd'hui, j'appelle carrément l'équipage, je dis, mais elle va pas bien, la dame. Mais j'étais en sueur, j'étais là, il fallait qu'on parte. On dit, mais je veux aller aux toilettes. Non, attendez que tout le... Ça n'allait pas. Et puis on part. Quand ça décolle, je me dis, ouf, une chose de faite. On part, on arrive dans mon lieu, hein, en Espagne, on arrive. Et là, je vois encore, je me dis, punaise, encore le contrôle, mon frère. Ouais, est-ce que ça va finir un jour? Donc, j'arrive encore, contrôle. Je passe, c'est un contrôle. Et le dernier contrôle, j'arrive là, je vois des personnes. Hein, je dis dans mon livre, je regarde, je me dis, mais attends, qui est? Je vais aller voir, je vois la tête gentille, je vois la tête un peu, je dis, mais je vais aller voir chez celui-là. Il y avait un là, je voulais pas, barbu comme ça. J'ai dit, mais lui, je veux passer celui il va me... Punaise, celui qui fait passer l'agent d'escale qui est là, il me dit, madame, allez-y. Il dit, non, là-bas. Parce que je voulais dévier. Je voulais que j'attendais de dévier. Il me dit, non, allez-y là-bas, avancez. Parce qu'on a plusieurs fils qu'on arrive. Donc, oui, bien sûr. Il me dit, allez-y là-bas. En mode, c'est là-bas, il me dit, allez-y. Donc, je vais. Je me dis, mais c'est fini, c'est fichu, c'est terminé pour moi. Rigolait pas, mais vraiment un mur. Il regarde, il fait crac, il me laisse le passeport, il me donne. Mais est-ce que je savais que c'était fini? Je ne savais pas. J'arrive encore devant, on me reprend encore, il dit, aujourd'hui là, c'est ma part. Mais cette fois-là, celui qui m'a pris, c'était la douane. Ce que j'avais dans les affaires. Dans les affaires. Donc il regarde, qui me dit, il regarde les affaires. Lui aussi, ce qu'il y avait dans mon sac, il ne faut même pas qu'on en parle. C'était grave. C'était une patate, une pomme de terre, le paprika, le sucre. C'est pas moi, c'est mes tantes, mes mamans qui ont fait les sacs. Jusqu'à te ramener la pierre à écraser 10 kilos.
un petit truc, ça, ça m'a ramené la tête. Mais j'avais un peu de quelque chose du pays, de peur d'en manquer. Ouais. Mais ce qui est marquant, c'était le tapioca et le sucre. Parce qu'on disait, quand ça va être dur, là, il faut boire ton tapioca. Ouais. Donc, c'était ça, le haricot, les choses qui vont durer dans le temps. Donc, j'avais des petites choses comme ça. Il regarde et puis il me donne mon truc, je pars. Je suis les autres aussi, parce qu'il faut dire que quand on n'a jamais voyagé, quand tu es dans un aéroport comme ça, c'est énorme. Donc, tu suis les autres. Et là, quand je sors, j'entends, on appelle mon prénom. Je commence encore à courir. Je dis, mais c'est fini. Je commence encore à tailler vite. Il me dit, c'est bon. Tu es arrivé. C'est quelqu'un qui avait été contacté pour m'attendre. Zagalo. Oh là là, t'as une bonne mémoire. Zagalo qui m'attendait. Sandrine, c'est bon. Et moi, je taille. Sandrine. Je me retourne. Il me dit, c'est bon, c'est Zagalo. Dans ma tête, je me dis, s'il est dehors, là, peut-être que c'est fini. Il me dit, c'est bon, il n'y a plus de conflit. Il me dit, c'est bon. Il me dit, c'est bon. Il me récupère, il me passe directement le téléphone. Direct, parce que là, le gars dit qu'il n'a pas dormi, mon frère. Toute la nuit, le pays l'appelait. Tu n'as pas vu? Je dis, mais mon frère, le vol arrive à quelle heure? Ah là là, toute la nuit, on la colle. Le gars dit, mais c'est pas moi qui conduis. Elle va arriver. Appelez-moi à partir de telle heure, l'heure d'arrivée. Ça ne sert à rien. Toute la nuit, il n'a pas dormi. Tu as des nouvelles? Est-ce que il était épuisant? Il me passe. Donc, le téléphone prend. Et moi, je pense, allô. Donc, dès que ils ont entendu allô, j'entends des cris. C'était bon, terminé. C'est pas du voyage. Hein. C'est tout. Là-bas, c'était la fête. Moi, j'étais là, panique. Il me regarde, il dit, ça va, bienvenue. Et c'est là où il me dit, bienvenue au front. Attends, avant que tu ne poursuives. Mais ça n'a pas trop changé, en tout cas. Mais le voyage de l'Afrique pour l'Europe, c'est... Je sais pas, moi, c'est comme réussir au loto, quoi. Ah ben oui. Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Déjà parce qu'on va dans un endroit, un environnement qu'on ne connaît pas. Et on pense que là-bas, c'est l'Eldorado. Partir en Europe, je ne sais pas, mais ne regarde pas, reviens 20 ans en arrière, 25 ans en arrière, c'était quoi l'Europe? Reviens. Les tontons qui revenaient avec des trenches là, avec les... En plus, il n'y avait pas Internet. Oui, il n'y avait pas, avec des bottillons qu'on ne connaissait pas. On regardait les films à la télé, les séries. Qui connaissait, même les tontons qui galeraient, ils avaient des photos avec des manteaux à la tour Eiffel, qu'ils envoyaient les photos. On n'avait pas. Oui, c'est vrai. On n'avait pas. Toujours dans les beaux endroits. Toujours. Et même moi, je l'ai fait. Quand je suis arrivé, je galérais, dormais. J'avais fait les photos à la tour Eiffel pour envoyer. Mais pourquoi tu le fais, ça? Pourquoi tu le fais? Mais parce que les autres l'ont fait. Et parce que comme au pays, on se dit que c'est l'Eldorado, il faut montrer à ceux qui sont restés qu'effectivement, je suis aussi arrivé là-bas. Je suis à cet endroit-là. Alors que tu n'as rien réussi du tout. Pour envoyer. Mais malheureusement, c'est ça. Hein. Malheureusement, c'est ça. Il faut montrer à ceux qui sont là, vous n'avez pas eu tort, je suis à cet endroit-là. Parfois, on n'a pas envie de le faire, mais on le fait, on demande. On te demande des photos là-bas. Wow. Tu es à Paris, monte ton à Paris. La tour Eiffel est où? Donc, tu vas t'habiller, tu essaies, quelqu'un passe même, tu dis, prends-moi tes chaussures, pardon, je vais faire la photo. Tu prends ta copine, tu dis, pardon, donne-moi tes chaussures, non, tu t'habilles. Ah, tu empruntes mes chaussures Tu prends même à tes amis ou les manteaux pour porter avec la fourrure. Moi, j'ai acheté avec l'argent pour porter la fourrure. Tu mets le manteau avec un peu de fourrure, là, tu te poses, tu fais les photos pour envoyer, et puis tu envoies dès qu'il y a quelqu'un qui part, tu vas les imprimer parce qu'à l'époque, on imprimait sur les postes Kodak, et tu fais un tas de photos. C'était mon quotidien et j'envoyais pour dire que ça allait bien alors que je mourais. Ok, d'accord. Donc, Zagalo te dit bienvenue au front. Oui, bienvenue au front. Moi, je ne comprends pas bienvenue au front. Bienvenue au front. Il dit que c'est chaud. Hein. Mais lui aussi, il était, il dit, mais ton voyage, vraiment, c'est chaud. Hein, vraiment, je sais que ça a été compliqué la première fois, mais bon, là, tu es arrivé quand même, mais il va falloir que tu commences à vivre seul, quoi. Et là, c'est lui qui commence à me dire la réalité. Et je ne comprends pas. Je me dis, mais lui, il est en Europe. En plus, tu regardes autour de toi, c'est propre. Oui. C'est nickel. Les gens sont bien sapés. Tout le monde est beau. Tout le monde est beau. Ça, c'est au début. Les choses, ton pagne, je sais pas d'où tu sors. On sent ceux qui viennent d'arriver. Hein, oui, non, ça se voit. Tu te dis, mais je suis arrivé là, les restaurants, tu vois le ME quelque part, McDo, tu le vois, je suis là. Tu comprends pas. Lui-même, il est sapé. Le truc, c'est que lui-même, il est chaud. Il te dit ça, tu te dis, mais comment? Tu dis, non, on va s'asseoir à manger d'abord. Il te donne sa veste. Voilà. Tiens-toi chaud, ouvre ta valise, prends un jean, porte, habille-toi chaudement. Et puis là, c'est une personne qui est impactante dans mon parcours d'immigration parce que il m'a pas caché les choses. Parce que parfois, on vous cache la vérité, on te cache la vérité, on te dit « Ouais, ben tu vas voir, ça va aller, hein, bienvenue, hein, ici c'est comme ça. » Ou alors, voilà ma voiture là, mais j'ai pas les clés, on te raconte des conneries en fait. Mais peut-être les Parisiens sont champions pour ça. Peut-être parce que c'est pas quelqu'un de la famille. Parce que parfois, ce sont des proches hein, qui ont parfois vanté l'image, comme quoi tout allait bien. Et quand on arrive sur le territoire, ils vont essayer de faire ça. Mais là, c'était pas, ils me connaissaient pas avant, je le connaissais pas du tout. On se voyait pour la première fois. Mais lui, il va être cash dès les premiers. Il va être cash. Il va dire, je vois que tu es une gamine et que tu étudiais. Mais ça va être compliqué parce que dans ma tête, je venais étudier.
C'était ça. Ça dit cette vie de sans-papier, cette vie de clandestinité. Je ne connaissais pas. Non seulement je ne savais même pas que ça existait. Ah oui. Je ne savais pas que ça existait. Toi, tu étais vraiment une bleue, quoi. Mais on ne savait pas. Je t'ai dit, reviens. Aujourd'hui, on filme Château Rouge. Ouais, on ne savait pas. On ne savait pas. Et même quand quelqu'un était expulsé, on ne comprenait pas. On se disait peut-être qu'il a perdu son passeport ou qu'il a fait un truc qui n'était pas bien. On ne savait pas. Parce que lui, quand il me dit, il y a une histoire de papier, je ne comprends pas c'est quoi les papiers. Pour moi, j'ai mon passeport, c'est bon. Je ne comprends pas cette histoire. Il faut un titre de... On ne comprend pas. Encore, il faut se remettre en arrière. Il n'y avait pas les raisons. On ne connaissait pas ça. Les tontons venaient, ils restaient 20 ans, 30 ans, ils ne rentraient pas. On ne comprenait pas pourquoi ils ne rentraient pas. On ne savait pas que c'est parce qu'il n'y avait pas de titre de séjour. On ne savait pas. Au pays, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, avec du recul, est-ce que pour toi, ils ont eu raison de te faire rentrer? Bien sûr qu'ils ont eu raison de me faire rentrer. Oui. Si c'est clair, tout est nickel, tu passes. Si tu es commerçant, tu vas en bord des formes avec ce qui est, on te laisse passer. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils voyagent quand ils peuvent. Quand tu as de quoi justifier de ton voyage, on te donne un visa et tu pars. Quand tu vas étudier, tu fais les démarches comme il faut, tu pars. Donc, si tu entres, si tu viens en Europe avec un motif qui n'est pas juste, il faut t'attendre à ce que, voilà, effectivement, si on découvre que tu puisses partir, c'est évident, mais c'est logique, c'est comme chez nous. Si quelqu'un vient nous rendre visite et qu'on sait qu'il vient avec des anciens, on le laisse rentrer. Mais si on sait qu'il vient parce qu'il vient avec une intention d'aller, mais c'est clair, tu vas te méfier. C'est un peu logique, en fait. Parce que les enfants voyagent aujourd'hui, ruban familial, les gens voyagent tranquillement. Ouais. Les entrepreneurs, même les influenceurs voyagent, les artistes voyagent. Tout est clair, on te donne ton visa, tu viens, tu es bien accueilli, bienvenue, allez-y, on te renseigne même pour aller prendre le taxi. Ouais. On ne te regarde pas comme ça, tu vois. Justement, raconte l'épisode du taxi que tu as. L'épisode du taxi, après, c'est quand j'arrive ici. Quand je finis avec Zagalo qui me dit, reste. Zagalo me dit de rester en Espagne d'ailleurs. Ouais. Il me dit, reste. Je dis, comment ça? Il me dit, reste ici, ne pars pas. Sans arrière-pensée. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que là, si tu restes, il y a moyen que tu puisses avoir tes papiers. Parce que là, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place en Espagne. Et si tu restes, je peux te mettre dans le groupe. Mais moi, encore une fois, est-ce que je connais l'histoire de sans-papier? Est-ce que moi, je connais cette histoire d'aller se battre? Moi, je ne connais pas ça. Parce que la plupart des personnes qui voyagent à cette époque-là, c'est des personnes qui ont déjà un vécu au Cameroun. Oui. En Afrique, des personnes qui ont des enfants, qui savent qu'ils vont au front. Ils savent ce qui les attend. Donc, ils savent, ils arrivent, ils savent jongler, ils peuvent arriver en Espagne, ils partent. Mais moi, je ne connais pas l'aventure. Moi, on m'a dit, va en France. Sandrine, va en France. Je ne veux pas désobéir à ce qu'on m'a dit. Non, qu'est-ce que tu vas me dire que j'arrive ici, je reste chercher qui? Pourquoi? Donc lui, il me dit ça, mais je dis non, il faut que je parte. Ok, si tu veux. Par contre, si c'est chaud, reviens. Si c'est chaud, reviens. On verra comment on va faire. Si c'est chaud, reviens. Donc ça, il me dit ça. Ça reste dans le coin de ma tête. Et justement, c'est quelqu'un qui va beaucoup me soutenir les premiers mois. Parce que ça va être terrible quand je vais arriver en France. Parce que j'arrive en France et je découvre vraiment cette vie. Donc, il me disait, tu vas au front. Là, j'arrive et dès que je le quitte même, je sais que je suis au front. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je dois prendre le train couchette. Ah oui, oui. Pour arriver. Et je suis seule. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Parce que là, il faut tirer tes valises, il faut aller, chacun fait son truc, tu es toute seule, avec les mêmes valises qui ont été cabossées, c'est-à-dire que les valises n'ont pas été changées. Donc, il faut gérer tout ça. Et arriver, il faut trouver cette personne qui t'attend. C'est-à-dire que tu arrives, tu as un contact, un maire contact en France, il faut trouver cette personne. Et là, tu comprends que tu es seule. Parce que j'arrive, je ne connais pas le système de cabine téléphonique, je ne connais pas. Les gens commencent à courir partout à la gare. Moi, je ne sais pas, on ne court pas là-bas. Les gens courent, tu arrêtes quelqu'un, tu dis bonjour, on tient bien le sac. Bon, en même temps, avec la courtoisie. Oui, et même les gens n'ont pas le temps. N'ont pas le temps. Là-bas, c'est bonjour, maman, la personne s'arrête. Oui, ma fille, qu'est-ce que tu dis? Mais ici, mais quand je disais bonjour, mais on avait peur en fait, mais tu ne comprends pas. Partir jeune d'un environnement comme ça, quand tu as été au front au pays, tu connais. Tu peux dire que gars, je m'en vais au front. Ou alors voir, tu dis que gars, je suis un peu dans le. Quand tu arrives, tu es bébé, tu ne connais même pas la vie du dehors, tu ne connais rien. Donc, tu es comme un enfant qui est perdu à la gare, un enfant de 5 ans qui attend que tonton vienne, qui s'est perdu et qui... Excusez-moi, ma mère est où? Tu es perdu, en fait. Donc, tu arrives, il faut trouver le téléphone. Il faut trouver quelqu'un. S'il vous plaît, j'ai un numéro de téléphone là dans le papier. Il faut que j'appelle. Comment je fais? Il faut trouver quelqu'un qui s'arrête, qui t'écoute et qui te passe son portable pour appeler ou qui t'oriente vers la cabine. Et à la cabine téléphonique, à l'époque, dans les box, il fallait une carte. Ah oui, c'est vrai. Il fallait une carte. Ça date, ça. Mais ça date, bah oui, je te dis, reviens. Cette histoire-là, il ne faut pas la voir. Il faut revenir 20 ans en arrière. Plus même. C'était quelque chose, et même plus. Aujourd'hui, mais
un jeune même un enfant de 17 ans, il voyage et puis il arrive, il fait sa vie. Oui, facile. Il fait sa vie facile, mais à l'époque, c'était pas ça du tout. Ouais. C'était très compliqué. Dans le temps de trouver quelqu'un qui a un téléphone, qui te passe le téléphone. Et j'appelle et je dis, bon, voilà, je dois me rendre. OK, il faut trouver une station de taxi. Tu arrives, tu donnes l'adresse. D'où ça existait au Cameroun à l'époque. Aujourd'hui, il y a Yango, il y a tout ça. Ça n'existait pas. Moi, je ne connais pas. Je me dis, mais comment? Comment ça? Déjà, il faut arriver au taxi. On ne lève pas la main pour attendre le taxi. Il faut aller à la station de taxi. Tu as des valises qui sont cassées. Il faut que quelqu'un t'accompagne, t'oriente là-bas. Quand tu arrives, tu attends. Il faut attendre que les taxis passent chacun son tour pour attendre ton tour. On ne... Non, c'est autre chose. Tu attends, les taxis, chacun passe. Ouais. Et là, il y a ce monsieur qui arrive. C'était quelqu'un qui avait la même couleur de peau que moi. J'étais contente. Tu te sens rassurée, ouais. Je me sens rassurée un petit peu. Et je lui donne l'adresse, il met mes affaires dans la valise. Mais lui, il sentait que j'étais bleue, j'étais comme ça sur les vides, comme ça sur les carreaux de la voiture. Je ne comprenais. J'étais une gaou à Paris. Je crois que je vais faire une série, une gaou. C'est pas possible parce que les choses que j'ai fait quand je suis arrivée en France. Tu as fait quoi? C'est quoi le truc le plus dingue? Ah non, mais j'ai fait plein de choses. C'est quoi le truc que je t'ai dit? Même retrouver l'adresse, on me donne l'adresse, j'arrive, je marche sur le numéro impair jusqu'à. Je fais toute l'avenue, je dis que je n'ai pas trouvé le 10 alors que c'est de l'autre côté. J'ai fait des choses pas possibles. Manger du pâté de chat alors que c'était pas du. Attends. Comment ça, tu as mangé le pâté? Tu veux du pâté, tu vas au carré, tu connais le pâté, tu sais que tu veux du pâté, tu vas pâté, tu prends et tu manges. Et à quel moment je te rends compte qu'en fait c'est bizarre dans la bouche, tu m'as montré, tu dis mais c'est bizarre la faire, on te dit pourquoi tu manges? C'est des choses pas possibles. Mais j'ai fait des choses pas possibles. Ah non, mais des dingueries. Hein. Alors, les gaou à Paris. Ah non, mais il y a plein de. J'arrive au magasin, j'achète un truc, je dis que je viens mesurer. Je me dit mesurer, la caissière, elle comprend rien, mais vous pouvez mesurer comment? J'ai dit, je vais tourner. Donne-moi le sachet. J'ai tellement fait. Enfin, c'est dingue. Mais toi, j'étais vraiment. Ah non, moi, j'étais. Mais c'est pas que j'étais à ce niveau-là. Reviens 20 ans en arrière. Ouais, oui, c'est vrai. Où on mangeait le riz avec la cuillère. Reviens 20 ans. Je mangeais pas avec la fourchette. C'était la pelle. Il faut que tu prends la cuillère, on te donne la fourchette, tu prends, tu regardes, donne-moi la cuillère. Mais reviens en arrière. C'était chaud. C'est des trucs qu'on disait, je vais mesurer la bille. On disait pas, je peux essayer. Où est la cabine? Ah oui, ouais. D'où tu partais au magasin, ça n'existait pas les centres commerciaux au Cameroun à l'époque. Non. Il n'y avait pas. Tu partais au marché, tu achètes, tu fais comme ça, tu fais sur le coup, ça va, tu rentres avec. Mais tu arrives au magasin, tu dis que je vais mesurer, mais la dame, elle ne comprend rien. Je veux le plastique. C'est quoi le plastique? Wow. Tu sais, tu as des choses comme ça, mais c'est vraiment gaou, vraiment pas possible. Tu arrives, tu prends les choses, tu vois les gens prendre, tu prends au magasin, tu arrives aussi en caisse, tu crois qu'on va t'aider. On dit la carte, tu dis que carte de quoi? Mais c'est des trucs de dingue. Ça, c'est des choses aujourd'hui, je rigole, mais bon, je crois qu'on en a tous fait. Hein. Si tu prends les tontons, les anciens, par exemple, là, ils vont te sortir des trucs. Hein. Donc oui, c'était très compliqué hein, dans le taxi avec ce GPS. Il y a quelque chose, tu lui parlais, tu savais pas ce que c'était. Tu dis, mais il connaît où on part, il la connaît. Si tu avais l'accent du pays, l'accent pur, dur du pays. Et l'accent dur, mais gamin. Ouais. C'est ça, en fait. Il connaît où on part. Tu vois, c'est ça. C'est l'accent qui est dur et qui est... C'est innocent, voilà. Ouais. C'est dur et c'est pur pays et c'est innocent. C'est innocent. Parce que nous, quelqu'un qui parlait comme moi, c'est what is. Quand il arrive, c'est tonton. Ouais, ça y est, ouais. Alors que là, moi, j'avais l'accent. Il dit oui, il connaît, il va nous conduire. Tu es là, tu vois les chiffres défilés. Là, tu regardes aussi, tu regardes dehors, tu vois les arbres sans feuilles. Ouais. La magie. Ouais. C'est quoi ça? C'est quel univers? C'est propre, c'est beau. Les bâtiments. Ouais. J'ai dit, moi, c'était les arbres sans feuilles. Je ne comprenais pas les arbres qui étaient au bord de la route. Mais ça sert à quoi ces arbres? Ça n'a pas de feuilles. Je ne comprenais pas pourquoi il n'y a pas de feuilles. Pourquoi c'est gris? Pourquoi c'est comme ça? Tout le monde a manteau, les gens qui courent. Mais c'est dingue. Je crois pour chaque personne. Bon, maintenant, il y a les réseaux sociaux, on voit tout ça. C'est différent. Mais quand tu pars et que tu n'as pas... Tu arrives, tu découvres ça. Mais je t'ai dit, interroge les anciens parigots. Chacun qui arrive, il a son... Chacun pourrait écrire un livre. Hein. Tous les anciens parigots pourraient écrire un livre sur son arrivée en France. Donc, je vais arriver, il va arriver, il va me souhaiter bonne chance. Hein, et je crois qu'il s'est douté que je venais d'arriver comme ça. Bien sûr. Et ce qui est marquant, c'est qu'à cette arrivée, je suis quand même contente parce que je vois ce contact-là. Elle est super, elle est là, elle est morte de rire d'ailleurs. Elle me dit que on t'a bling dans ta bac, tu vois. Elle est morte de rire, elle me dit, donc, tu es venu, on t'a jeté et tout. Mais je suis contente parce que je la vois dans une maison et tout. Je suis contente parce que je me dis, ouf, enfin, j'ai quelqu'un, je suis arrivée. Sauf que là où on est là, c'est pas là où on va rester. Hein. C'est pas là-bas. C'est chez sa sœur. Donc j'arrive dans la maison, je vois. Elle va que le choc soit trop brutal quand même. Non, elle a été maline. Hein. Ouais, franchement, elle a été géniale parce que j'arrive déjà, je sens un coin qui est chaud, je vais me poser là, je ne bouge plus. Enfin. C'est chaud, le chauffage, le radiateur, j'étais à côté. Je reste là, je ne bouge pas, elle regarde. Elle me donne ça, une valise neuve, ça c'est génial, ça je n'oublierai jamais. Et pendant qu'on transvase mes affaires, tu vas venir les affaires quoi? Ça c'est pour faire quoi? Et les haricots, c'est pour faire quoi?
Les tenues en pagne. Oh, j'avais cousu tous les modèles qui étaient à la mode à l'époque. Pagne. Parce que pour moi, j'allais être l'Africaine la plus belle sur la des Champs-Élysées. Et est-ce qu'ils connaissent bien les habits? Coupe-moi le modèle là, le modèle tout double côté. Donc j'avais tout fait. J'étais clean. Elle était pliée. Regardez, mais ça fait que... Et ce qui est marquant, c'est qu'il y avait une pochette avec mes diplômes dedans, mon bac. Ouais. Avec voilà, mon BEPC à l'époque, tu sais, le relevé de compte avec le nom de tout était là. C'était ma pochette précieuse, mon acte de naissance et trucs. Et elle voit ça, elle me dit, c'est quoi? Je dis que c'est mes diplômes. Pour faire quoi? Il est passé, il a fréquenté. Ah, tu as venu fréquenter? Et elle est morte de rire, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Avec le recul, je me dis, mais vraiment, c'est con, hein, mais je comprends aujourd'hui. Je ne comprenais pas pourquoi pourquoi cette attitude, mais je comprends. Avec le recul, j'ai compris. Je me suis dit, mais oui, tu étais vraiment très gamine et innocente. Mais c'était même plus innocent, c'est même bête en fait. Parce que tu peux pas. Parce qu'elle regarde et rigole. Tu es venue étudier, mais combien de gens ne viennent pas comme ça, ma grande, en fait? Oui, c'est clair. On ne vient pas comme ça. Bon, le but c'était d'abord de venir en France. Oui, mais on ne vient pas étudier. Ça dit même eux, dans leur démarche, c'est que je venais étudier. Ah, malgré le visa que... Bien sûr. Ah ouais. Pour ma mère, je venais étudier. Elle va arriver, elle va s'en sortir, elle va étudier. Moi, je venais étudier. Mais c'est pas possible. Elles, quand elles sont venues, elles savaient qu'elles venaient pas étudier. Elles savaient qu'on va au front, on va se débrouiller pour aider la famille et tout. Mais toi, tu arrives, je viens étudier. Ah oui, c'est pas la même logique, en effet. C'est pas la même logique. C'est-à-dire celle qui arrive, qui sort de l'école, qui vient, c'est pas pareil que celle qui vendait au marché, qui avait son petit commerce, qui se battait. C'est pas pareil. En fait, tu es perdu, en fait. La preuve, c'est que quand on s'est retrouvés, on était un lot de filles comme ça qui étaient là. Mais j'étais la seule qui était très naïve, en fait. Parce qu'on se retrouve dans un environnement où il y a plusieurs filles, mais elles sont là au taquet. C'est pour ça qu'on commence les chambres à 1 euro. Parce qu'elles sont déjà dedans, elles savent qu'on se bat pour aider la maman qui est malade. Moi, je n'avais personne à aider. Je venais me chercher, moi, à étudier. Donc, je me retrouve dans ce lot-là. Et c'est très dur. Parce qu'au départ, je n'ai plus de moyens. Parce que quand je partais, mon deuxième voyage, mon argent de poche a été réduit. Donc, j'arrive avec 160 euros, même pas. Sachant que j'ai retiré le taxi, donc je n'ai plus beaucoup d'espèces. Et puis on dit, on va manger un soir, on va au kebab, je vois le kebab 6 euros. Tu fais le calcul dans ta tête. Mais le calcul, je te dis, mais si je mange, c'est fini. Ah ouais. C'est fini. Et là, tu commences à freiner. Les autres moments, tu guettes des restes. Après, on te dit, non, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir que tu sortes l'argent pour manger. Parce que tu guettes, tu te dis, mais c'est ça. Mais c'est tellement bête, c'est ridicule. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ça dit, pendant qu'on va manger, tu dis, non, je vais rester laver le sol. Je vais laver le sol. Parce qu'on mange, on ramène les restes pour le lendemain. Toi, tu prends les restes, tu manges. Tu espères les restes, en fait. Le jour où tu es content, tu sors ton petit haricot sec là, tu mouilles. Tu dis, je vais faire les pommes avec. Je vais aller payer le sac de pommes en bas qui coûtait peut-être 2 euros à l'époque pour faire les pommes. Mais après, elles sortent. Bien évidemment, on sort, il y a les fast-food, il faut aller manger. Oui, bien sûr. Bah, du coup, ça commence à créer des tensions. Ouais. Elle garde son argent, elle ne veut pas dépenser, elle a l'argent, elle cache. Pourtant, tu n'as pas. Tu fais le calcul, tu te dis, mais si ça finit là, je suis cuite. Et après, ce qui est bien dans ce moment, c'est qu'en fait, vu qu'on est une communauté, on est en communauté, et qu'on est tous dans la même situation, on n'a pas de documents, on est tous, on est là comme ça. Ce qui est bien, c'est que il y a des jobs. Oui. Ça ne manque pas. Il y a toujours du travail. Femme de chambre, ça ne manque pas. Il y a toujours du travail. Ouais. Et quand tu viens, on te prend comme une petite sœur et tu rentres dans le bain. Ouais. Parce qu'il y a toujours des personnes qui cherchent la main d'œuvre. Toujours. À peu de coûts. Surtout dans la région parisienne. Il y a tellement à faire. Ouais. Et à l'époque, c'était un Camerounais qui nous recrutait, les jeunes dames comme ça, et qui avait des contrats avec les hôtels. Ouais. Qui nous envoyait donc travailler. D'où la chambre à 1 euro. Donc on était nombreuses, ils nous disaient voilà, vous allez dans tel hôtel, donc il fallait aller travailler, il ne fallait pas être en tenue, on ne mettait pas de blouse, de l'aspirateur, des fois il fallait le brancher dans la chambre, parce qu'en cas de contrôle, il fallait bien sûr que tu rentres, tu te couches dans le lit, parce qu'il ne faut pas qu'on sache que Waouh. Si jamais il y a un contrôle et que tu as ta blouse, on vient de dire que papier, tu fais comment? Ah oui. Ah ouais, c'était très technique tout ça. Et l'hôtel savait. L'hôtel savait puisque c'était un contrat. Je suppose que l'hôtel savait. Hein, parce bien que sûr. Comment l'hôtel ne nous payait pas directement, il arrivait, il nous donnait la liste des chambres, on regardait. Parfois on fait le trajet, on arrive, on voit 12 chambres, on est 4, 5, on dit, gars, t'as fait tout ça pour faire 3 euros. Et c'est arrivé que tu arrives là-bas, tu gagnes que 1 euro? Bien sûr, on n'a pas de chambre. Ils ne vous appellent pas avant pour vous dire, il y a tel. Vous partez, vous levez le matin, vous savez que vous êtes 3 toute la semaine dans cet hôtel-là, et après vous changez, peut-être vous arrivez et que les gens n'ont pas pris la chambre la nuit, vous savez pas. Mais et tu fais comment pour vivre pendant cette période-là? Parce que tu gagnes à peine 300 euros par mois. Bien sûr, à peine, même tu pas. te débrouilles. Tu payes ta carte orange, c'était important, il fallait passer la carte orange à l'époque. C'est qu'à remplacer la passe Navigo. C'était pas le Navigo, c'était une petite carte orange, comme les tickets de métro, mais orange, c'était la carte orange. Il fallait. Quand tu arrives, on te dit, quand tu es sans papier, paye ton titre de transport. Il ne faut même pas faire d'erreur. Parce que toi, tu es sujet à contrôle. Sujet, donc tu payes ta carte orange. Tu vas dans les magasins, tu fais comme on faisait à l'époque. Tu essaies de choper un beignet, tu manges, après tu sors.
Attends, tu volais aussi dans les magasins? J'étais pas seule. Mais au final, est-ce qu'ils n'ont pas raison de contrôler autant les gens, les noirs? Parce que si au final, tu te retrouves en train de voler pour manger. On vole pas. Mais si tu prends dans le magasin, non, on vole pas. À l'époque, on pouvait rentrer, tu prends un truc, tu es baigné, tu reviens 20 ans en arrière. Non, mais sans payer, c'est du vol. Oui, bon, on le faisait, on va dire, c'était même, on n'arrêtait pas pour ça. On arrive, on prend un paquet, on prend un chariot, on marche, le paquet de beignets, là, on mange, on finit de faire les tours, on dépose tout, on ressort. Ben, un peu comme on fait dans Sephora où tu pars, tu te parfumes. Voilà. Mais à l'époque, c'était un peu permis. Avec le yop, d'ailleurs. les dames avec qui je fais ça, on rigole, là, on rigole. Il y a Virginie avec qui on rigole souvent. On se dit, tu te rappelles quand on allait à la maison, on prenait les yop, on buvait, on opposait. Seigneur Jésus. C'était grave. Mais parce qu'il fallait manger, en fait. Il fallait manger, on trouvait des stratégies. Ou alors, une qui a son oncle, on arrive là-bas, on va rester chez l'oncle, on va faire à manger, on va manger un petit peu. Donc, c'était comme ça, il fallait survivre, en fait. Et puis, on avait ce moyen-là, c'était 300 €, mais c'était quand même 300 €. On convertissait, moi, je convertissais. Ouais, toujours dans la tête, ça. 200 000. Moi, je me rappelle, parce qu'après, dans je peux en parler, enfin, si on veut parler de ma vie de sans-papier, mon Dieu, j'ai tellement de choses à dire, vaut mieux qu'on traverse. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans ce parcours-là, j'ai rencontré de belles personnes. C'est-à-dire que j'ai très vite compris que c'était pas la vie que je voulais. Très, très vite. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à sortir du milieu de manière stratégique. Parce que c'est difficile aussi de trahir. Quand on commence à sortir, on te dit d'aller travailler et que tu ne pars pas. C'est une trahison. Oui, bien sûr. Parce que parfois, on te trouve une mission. Oui, mais toi, tu te dis non. Tu arrives pour la mission, c'est pas la mission que tu croyais être. Ah. Tu arrives, tu crois que c'est pour le ménage, mais c'est pas pour le ménage. C'est pourquoi? C'est pour prestation, tu n'étais pas au courant. Mais dis-nous, c'était pas pour prestation. Tu arrives, peut-être c'est une personne handicapée qui te dit tu vas faire le ménage, tu arrives, il te dit non, c'est pas pour être, il faut que tu danses ou je fais un truc. Tu te dis, tu appelles, tu dis non, il me dit de faire ça, tu dis mais tu veux faire comment? Tu dis mais je peux pas, tu peux pas, tu crois que nous on fait comment? C'est un client, bon, tu restes là-bas, tu dis mais, tu vois un peu, c'est compliqué. Et tu faisais comment alors? On est dans la survie à ce moment-là. Mais attends, tu fais comment? Parce qu'il faut pas nous embrouiller. Tu faisais comment? Du coup, tu dansais? Parfois, tu es obligé de danser. Quand il te dit, bon, faut aller plus là, tu dis que je peux pas et tu fuis. Et quand tu fuis, tu sais que c'est mort. Tu vas maman bien te tabasser, on va bien t'insulter en disant, mais c'est le marché, tu veux faire comment? On te trouve le travail, tu ne veux pas, donc ne mange plus de nourriture. Alors, tu crois qu'on fait comment pour vivre ici? Waouh! Donc, c'est pour ça que je te dis, la vie de sans-papier, c'est la surexploitation et c'est même parfois la prostitution. Parce que parfois, tu n'as pas où dormir et tu as une proposition. Tu vois, on te dit, va parler avec lui, tu parles, tu discutes et après, au moins, tu es là où tu vas dormir. Et toi, ça t'est arrivé ça? Ça arrive. Ce n'est pas arrivé à qui? Renseigne-toi tous les sans-papiers à l'époque. Tu arrives, tu dors. Parfois même le soir, tu expliques à la personne que papa, c'est pas comme ça. Ou il se prend de compasser, il dit, pardon, excuse-moi. Parce qu'il sent que ce n'est pas ton habitude. Mais quand tu arrives, mais je te dis, reviens 20 ans en arrière. Tu arrives en France, tu n'as pas de point d'appui. Tu n'as pas de moyens pour vivre. Tu ne sais pas que ça existe des associations. Tu ne sais pas ça. Vous êtes dans un milieu où chacun se bat pour survivre. Comment tu fais pour vivre? Mais les hommes faisaient comment alors? Les hommes, ils travaillaient peut-être agents de sécurité, ils faisaient autre chose. Ou ils allaient en colocation, tout ça. Mais entre femmes, tu fais comment en tant que femme? La plupart des femmes font comment? Elles ont un atout que les autres n'ont pas, que les hommes n'ont pas. Qu'est-ce que tu fais? Énorme. Non, mais sincèrement. Wow. Parce que moi qui viens d'arriver, qui n'a pas connu ça, c'est un choc. C'est un drame. Et pourtant, il y a d'autres qui, même au Cameroun, le faisaient déjà. Oui. Du coup, pour parce que quand tu es dans la vie de dehors, c'est pas qu'elles étaient prostituées, non. Mais qui... Voilà, tu t'entends avec quelqu'un, vous discutez, et puis ça se passe bien, tu dors. Et puis, je veux dire, vous sortez même ensemble et après, mais c'est une vie normale. Mais moi, je ne connaissais pas ça du tout. Donc, c'est nouveau. Tu arrives, tu te lis d'amitié avec quelqu'un, mais en fait, tu regardes, mais en fait, c'est ta porte de sortie. Et parfois, des personnes se prennent en se disant, mais en réalité, c'est une petite. Il te dit, même, tu fais quoi dehors même? Pourquoi tu es ici? Parce qu'il comprend que c'est pas toi. Mais c'est un bébé. Qu'est-ce que tu fais là? Et si tu permets, c'est qu'il y a un épisode que tu racontes dans ton livre où la police vient te toquer et tu vas te cacher sous l'évier. Pardon. Ça, c'est quand tu es sans papier. Il faut te dire que moi, non seulement j'étais sans papier, j'avais été expulsée. Expulsée de la maison? Mais j'avais été rapatriée. Ah oui, bien sûr. J'avais le traumatisme de l'expulsion. Donc moi, quand je voyais quelqu'un en tenue, que ce soit policier, que ce soit agent RATP, que ce soit agent de sécurité dans les magasins, pour moi, c'était la police. Direct. Il fallait éviter la police au maximum. Et quand tu es sans papier, quand tu l'étais à l'époque, ta mission, ton objectif de vie le matin quand tu sors, c'est de ne pas être interpellé de rentrer. L'objectif de vie. Je dis quand tu sors le matin, tu dis bah Seigneur, donne-moi là, c'est que vraiment que j'espère. Pour moi qui avait vécu cette expulsion-là et qui savait la pression, qui savait ce que j'avais vécu, c'était pouvoir rentrer le soir. Waouh. Dans ma prière, toute la journée, tu as la boule au ventre, quoi. Tu as la boule au ventre. Tu arrives au métro, mais attends, dès que tu vois les agents RATP, limite, tu prends ton ticket, tu fais comme ça, tu montres que voici mon ticket, tu fais comme ça pour valider, pourquoi on ne te dit pas, oh, attention.
Wow. Parce qu'il faut faire attention. Il faut pas... Je t'ai dit même, il faut du temps pour reconnaître l'agent de sécurité, l'agent RATP, parce que tu as peur. Le policier qui te regarde de travers, mais tu as peur. L'objectif, c'est de ne pas être interpellé. Parce que tu sais que tu es à jour, en règle, tout. Donc, c'est très compliqué. Il y a l'épisode dans mon livre où je te raconte, je suis allé au commissariat. J'ai dû aller au commissariat. Oui, je suis allé au commissariat. Mais c'est terrible. C'est terrible. J'en parlais encore avec des enfants. On était morts de rire. C'est terrible. Dire à quelqu'un qui n'a pas de papier, qui a été expulsé déjà une fois, d'aller au commissariat, faire une déposition, mais c'est le tuer. Mais par rapport à ça, j'aurais une question. Imaginons que tu as un ami ou une amie à qui tu as prêté de l'argent, qui tu sais, elle est sans papier, et elle n'arrive pas à te rendre ton argent. Mais le seul moyen de pression que tu as pour qu'elle ou il te rende ton argent, c'est de porter plainte. Sachant que si tu lui portes plainte, ben, il y a un risque d'OQTF. Qu'est-ce que tu fais? Ça dépend de la personne qui est en face. Moi, je sais ce que c'est de ne pas avoir les papiers. Je sais ce que ça implique. Donc moi, je vais peut-être avoir une réaction qui est différente de la personne qui n'a pas connu ça. De la personne qui a toujours été, voilà, qui a eu un parcours de vie linéaire, qui a eu son visa étudiant, qui est arrivé, qui a étudié, qui a eu les moyens, qui a prêté. Lui, il va avoir le droit. Je t'ai prêté mon argent, tu me rends mon argent. Et le seul moyen pour avoir mon argent, peut-être, c'est de faire ça. Il n'aura pas la même empathie que moi. Moi qui sais ce que c'est. Moi, je sais ce que ça impacte. Je sais ce que ça implique derrière. Je sais ce que la personne vit déjà au quotidien. Et je sais pourquoi elle ne peut pas me rembourser mon argent. Je sais. Oui. Parce qu'effectivement, ça peut être de la mauvaise volonté, ça peut être qu'elle n'a pas, mais qu'elle ne te dit pas qu'elle n'a pas. Tu vois? Et que insister veut dire qu'elle va aller faire des choses qu'il ne faut pas pour avoir cet argent-là. La réaction ne sera pas pareille. Donc, toi, tu vas avoir une réaction. Si on est 10, on peut avoir 10 réactions différentes. Pour moi qui suis aujourd'hui dans cette situation, je sais que je ne réagirai pas de cette manière-là. Toi, tu ne porterais pas plainte? Moi, aujourd'hui, une personne qui est en situation de détresse administrative, financière, professionnelle, quand tu as de l'empathie et que tu sais par quoi cette personne passe, tu ne peux pas réagir de la même manière que quelqu'un d'autre qui va te dire « je suis dans le droit, je le fais ». Mais je ne dis pas qu'au niveau administratif, c'est-à-dire détresse même professionnelle. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Parce que tu sais ce qu'elle vit. Tu es passé par là, tu comprends. L'empathie n'est pas pareille. Donc c'est vrai que ma réaction ne sera pas commune. Elle ne sera pas comme celle d'une autre personne lambda. Ce n'est pas possible. Une maman qui a élevé seule ses enfants ne peut pas avoir la même réaction devant un enfant qu'on a abandonné. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de... C'est-à-dire le vécu joue sur l'attitude. L'environnement, mon parcours de vie va faire qu'on ne va pas avoir la même réaction face à une situation lambda. Ouais, en effet. Ça va être différent. Ok. Et du coup, dans tout ton malheur, quand même, tu tombes enceinte de ton premier enfant. Oui. Et moi, la question qui m'interpelle, moi, je veux savoir, du coup, comment tu rencontres le père de ton enfant? Alors, ce sont des relations. C'est-à-dire que dans nos marches, dans tout ce parcours de sans-papier, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on rencontre des gens, peu importe. On sort quand même, on rencontre des personnes. Et de fil en aiguille, tu rencontres des personnes qui rencontrent des personnes. Et puis, tu commences à sourire un peu malgré tout quand même, parce que tu sors. Oui. C'est-à-dire, tu vas te retrouver les vidéos, il est sans-papier, où il n'y en a pas. Entre vous. Voilà. Et puis, c'est dans ce contexte-là de présentation que je l'ai rencontré. Oui. Tu vois que je l'ai rencontré. Et il faut dire que c'est aussi une période où, je te disais tout à l'heure que j'avais vite compris que je ne voulais pas de cette vie-là. Elle n'était pas faite pour moi. C'est-à-dire, j'ai frôlé, c'est-à-dire, je te parlais des situations où tu te retrouves en détresse, tu n'as pas de toit, où tu es obligé parfois, mais tu as des personnes bienveillantes qui, en face, je te parle par exemple, abuser, en profiter. Voilà, tu as par exemple quelqu'un en face, tu viens chez lui pour une prestation, lui, il te regarde, mais il ne comprend pas que tu sois figé. Parce qu'il n'a pas l'habitude de ça, de recevoir une fille qui va être figée, je ne peux pas. Il n'a pas ça, il va paniquer. D'habitude, c'est pas ce que j'ai. Donc, tu as des personnes qui sont en face, qui vont comprendre et qui vont t'orienter. D'accord, ok. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous ne faites pas ci? Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'autres qui vont même oublier, qui vont vous écouter. Mais comment vous vous retrouvez dans cette situation, en fait? Pourquoi? Vous n'avez pas de famille? Non, j'ai pas de famille, avec l'innocence, toute l'innocence. Alors que hier, c'est pas la même chose qu'il avait. Hier, il y avait une qui est arrivée, qui a fait son travail, qui est partie. Donc, il y a toujours des bonnes personnes qui sont en face. Dans ça, en fait, les tâches ménagères, il y a du proxénétisme déguisé. Bien sûr. Ça arrive. Waouh. Ça arrive. Et ça arrivait. Mais encore une fois, pour survivre. Aujourd'hui, avec le recul, je ne juge pas. Je ne juge pas. C'est-à-dire que il y a des personnes qui vont dire, je ne comprends pas toutes ces filles qui arrivent là, qui sont dehors, qui sont dans les rues de Paris, qui essaient de... Je ne juge pas parce que je sais ce que c'est. Quand on n'a pas de moyens, quand on n'a pas d'informations, parce que c'est aussi l'information, on a la peur, on a l'environnement, on baigne dans un milieu où on est toutes sans papier, où on se bat entre nous, où on sait que la seule porte de sortie, c'est ça, la seule solution, c'est celle-là. On est obligé de faire ça. Quand on n'a pas, on ne voit pas plus haut.
On est obligé. Parce que il faut que tu survives. Et vous êtes en communauté. C'est ce qu'il faut faire. Limite, celle qui t'amène, c'est même ton mentor. C'est pas elle ne te force pas, hein, mais on est dedans. Je ne juge pas. Aujourd'hui, quelle que soit la situation que je vois, je ne juge pas. Je ne juge pas. Je ne peux pas voir et dire, non. Ça se trouve, elle n'a pas le même regard que moi. Elle ne sait même pas qu'il y a une association juste à côté. Elle n'a même pas envie d'aller frapper à la porte parce qu'on lui a dit, si tu frappes à la porte, tu sais pas, peut-être qu'ils vont prendre ton adresse et tout, on va venir te chercher. Elle ne sait pas. On va me dire, elle est majeure. Je ne juge pas. Wow. On ne juge pas ce que les autres font. Parce qu'on ne sait pas dans quelle situation ces personnes sont. Donc, c'est dans ce contexte-là, quand je te disais, je ne voulais pas du tout... ce que je faisais, je discutais avec des personnes. Parce que j'ai toujours aimé faire ça. Donc, j'allais quand j'allais en soirée, par exemple, pour faire le ménage, parce que j'étais invitée, pas en tant qu'invitée. Parfois, je venais pour faire la vaisselle, pour faire le ménage, pour avoir un peu d'argent après. Et après, j'échangeais avec des personnes qui me parlaient des associations. Parce que ce qui est étonnant, c'est que quand on est sans papier et qu'on a... Le fait d'être innocente faisait que les gens avaient de l'empathie, en fait. C'est-à-dire, quand tu n'es pas innocente, tu arrives, tu es sans papier, tu viens, tu fais ton travail, tu fais ton ménage, donne-moi mon argent, tu me donnes pas et je me casse. Mais moi, je le faisais différemment parce que j'étais... Voilà, l'inconscience, donc l'innocence. J'arrive, je travaille, je fais bien comme il faut, c'est-à-dire je nettoie la table, tiens maman, tiens papa. Et les gens s'interrogent, en fait. Mais pourquoi tu vas pas à l'école? Pourquoi tu viens faire le ménage ici? Pourquoi? Pourquoi? Et puis c'est comme ça, en fait, tu vois. Et les personnes te donnent... ils ne comprennent pas que tu sois... Mais comment ça, tu n'as pas de parents? Tu vis chez qui alors? Mais pourquoi? Tu es venu comment? Mais c'est pas la même chose. Parce qu'eux, ils ont l'habitude de voir les autres qui se battent comme ça. Mais toi, on sent bien qu'il y a un truc. Que tu es l'enfant, en fait. Et de fil en aiguille, tu vas rencontrer des personnes qui vont m'orienter. Va chez tonton tel, il a besoin de faire le ménage. Il a besoin de quelqu'un pour faire le ménage. De là-bas, tu vas... je connais une petite qui a besoin. Tu vas chez tel faire. Et là, tu vas rencontrer une tata qui va dire, mais je connais une tata qui a besoin... Contact en contact. Et ces personnes sont des personnes qui sont camerounaises comme moi, africains comme moi, mais qui ne connaissent pas ce circuit de l'extérieur. D'accord, ok. Donc, il y a une autre vision de la vie, en fait. Ils m'ont dit, mais en réalité, si tu n'as pas de papier, tu as des associations qui peuvent t'aider. Va au Resto du Cœur. Je te dis, c'est quoi, Resto du Cœur? Vas-y, va à Médecins du Monde. Va là-bas, qui vont t'orienter vers là où tu peux avoir tes droits, en fait. Et c'est là où tu découvres autre chose. Parce que tu te rends compte qu'effectivement, en association, ils vont t'accueillir, ils vont t'orienter, ils vont t'aider, ils vont te donner à manger, ils vont te donner des chèques. Et tu te rends compte que, mais en fait, il y a une autre... Parce qu'eux, ils ne comprennent pas. Mais les personnes qui t'accueillent de base, tes copines et tout, après 5 ans, tu le sais quand même qu'il y a les Restos du Cœur. Tu le sais si tu sors de ton milieu, en fait. Resto du Cœur, il va t'apporter quoi? Une boîte de petits pois. Est-ce qu'elle veut une boîte de petits pois? Ah bah oui, ça... Et pour d'autres personnes, c'est l'humiliation d'aller demander de l'aide alimentaire. Même aujourd'hui, il y a des personnes qui ne veulent pas y aller parce que c'est une humiliation. Parce que les autres réussissent autrement. Pourquoi elle va aller faire ça? Parce qu'il faut dire ce qu'il est. Quand tu arrives dans ces circonstances, l'idéal, c'est que tu rencontres quelqu'un qui te prend, qui t'épouse, et puis voilà, et tu viens t'accrocher au patrimoine de quelqu'un. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Et pour rencontrer cette personne, c'est pas en allant au Resto du Cœur que tu vas rencontrer. C'est sûr. En allant au Resto du Cœur, parfois, c'est baisser les bras. C'est aller pleurer, comme les mères de famille qui ont 7-8 enfants qui n'ont pas à manger, alors que toi, tu es jeune, tu es belle. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais je vais poser une question qui est un peu piquée. Il fallait bien que ça arrive à un moment. Je suis préparée. Tu es en France, sans papier, sans emploi stable, je vais dire emploi précaire, domicile précaire aussi. Mère de 3 enfants. Ah, ça, c'est après, ça. Oui, c'est après. Oui. Tu avais les papiers quand tu avais les 3 enfants? Oui, bien sûr. Bon, le premier, tu étais sans papier? Le premier, j'étais sans papier. Et le deuxième? J'avais mes papiers. Ok. Bon, est-ce que c'est pas irresponsable de faire un enfant lorsqu'on est sans papier en France? Non. C'est pas irresponsable de faire un enfant, tout simplement. Parce qu'on a, être humain, papier ou pas, on veut procréer, on veut donner de la vie, en fait. Mais on dit que les pauvres n'ont pas de droits aux enfants. Il y a des gens qui disent ça. Non, c'est pas possible, c'est pas vrai. C'est pas vrai, chacun a son parcours de vie. Nos parents étaient pauvres, ils ont eu des enfants. On veut transmettre. C'est un besoin naturel d'avoir des enfants. Mais tu lui proposes quelle vie dans ça? Nos parents, ils nous ont proposé quoi? Mais l'enfant n'a pas demandé à venir se battre pour toi? Nous, on n'a pas demandé à être là. Plusieurs enfants au Cameroun qui sont dans la promiscuité, dans la pauvreté, n'ont pas demandé à être là. Mais les parents avaient envie de procréer, avaient envie de donner de l'amour, de partager. Ils ont fait des enfants. Donc c'est pareil partout. Mais pourquoi on n'a pas attendu de se régulariser avant de faire l'enfant? Est-ce qu'on attend est-ce que le bon moment arrive quand? Bon, le bon moment arrive quand on a les papiers. Non, pas forcément. Pas forcément. On rencontre quelqu'un et puis on fait son enfant. On a envie d'évoluer, en fait, on n'attend pas. Tu peux pas dire que effectivement ta situation, oui, avec le recul, quelqu'un qui a un regard extérieur va se dire, mais tu as voulu te mettre, parce que j'ai eu cette remarque auprès des assistantes sociales, une assistante sociale qui m'a dit, mais toi tu es déjà dans la merde et puis tu fais venir ton frère, pourquoi?
Ça veut dire que tu avais de quoi. Et bien, va te débrouiller, en fait. Mais dans la tête de la personne à ce moment-là, enfin, de l'extérieur, on peut juger en se disant, oui, mais tu étais dans la mer, tu n'avais pas à faire cet enfant. Ouais. Mais cette personne même, à elle-même, on ne connaît pas sa vie, on ne connaît pas. En fait, chacun a son ambition dans la vie. Tu as des personnes, elle, c'est fonder une grande famille. Tu as d'autres, chacun a son truc. Donc, ne pas avoir les papiers ne va pas freiner cette envie de procréer. Il y a d'autres personnes qui te disent, à 22 ans, tu es en retard. Ta mère, même au pays, elle ne sait même pas dans quelle galère tu es. Elle te dit, hey, je vais être grand-mère. Oh, ma vie est en train de passer. Tu attends quoi? C'est-à-dire, on ne se demande... Ma tante, elle ne savait pas dans quelle situation j'étais, mais chaque fois qu'elle m'appelait, ma fille, je suis déjà sur la route de retour. C'est quand? C'est quand? C'est quand? Tu vois? On attend derrière. On ne veut pas savoir, tu as des papiers. Parce que si tu vas dire, il n'y a pas de quoi manger, que tu n'as pas de quoi manger, allez déterrer la pomme de terre dehors ta potate. Tu crois que moi je t'ai élevé avec quoi? Tu te dis, si j'arrive à vivre, eh ben, je vais survivre. Quand mon frère il est venu, je survivais, mais il est venu, on l'a fait ensemble. Donc, aujourd'hui, même aujourd'hui, je peux pas me permettre de dire non, si tu n'as pas de papier, non, c'est pas possible. Mais à cette époque-là aussi, les femmes faisaient des enfants parce qu'ils savaient qu'un enfant qui naît en France était naturalisé aussi. De fait. Est-ce que c'était pas faire l'enfant pour avoir les papiers ensuite? Aussi. Parce qu'effectivement, quand tu arrives et que tu n'as pas d'issue de secours, on te dit que c'est la possibilité d'avoir les papiers. Parce qu'il faut voir ce que ça impliquait de ne pas avoir les papiers à l'époque. Ouais, parce qu'il faut dire que tu avais ça et tu avais aussi le fait parfois d'être malade et tout. Si je te dis que tu avais des personnes qui enviaient des personnes qui étaient séropositives, tu ne vas pas me croire. Comment ça? C'est-à-dire que quand tu étais séropositif, tu avais parfois la possibilité d'être régularisé par rapport à ton état de santé. Bien sûr. Bien sûr. Ah oui. Je me suis retrouvée dans les milieux où tu avais carrément quelqu'un qui prenait la brosse à dents d'un séropositif pour se brosser pour espérer avoir. Mais parce que tu n'as pas... Reviens 20 ans en arrière, Valère. Ouais, c'est chaud. Reviens 20 ans en arrière. Tu arrives, tu n'as pas d'issue. Tu sais, quand tu as les papiers, tu peux avoir, je ne sais pas, un revenu minimum pour vivre. Alors que là, tu vis avec 200 €, tu n'as pas de toit. Tu sais que tu peux être logé par les associations, mais tu n'as rien, tu es dehors. Mais si on te dit, injecte-toi, tu sois malade, tu tombes. C'est même un luxe d'être séropositif. C'est pas un luxe, mais ça te permettait d'avoir au moins ce truc. C'est pas un luxe, attention. Mais mets-toi dans la tête de cette personne-là qui est en détresse, comme ça. Qui ne voit pas de devant, qui ne voit pas derrière. Et parfois, derrière, au Cameroun, il y a 4 enfants qui attendent. Ils n'ont pas mangé. Ils sont avec la maman qui est malade. Elle est là, tu n'as pas d'issue. Celle qui est à côté, elle arrive. Elle est arrivée il y a 1 mois. Elle est malade, elle va faire ses papiers. Elle te dit, j'ai mes papiers, je travaille. Mais est-ce que quand on arrive en Europe, on ne se met pas une pression supplémentaire? Parce qu'on veut toujours renvoyer l'ascenseur à la famille restée au pays. Est-ce qu'il ne faut pas se donner du temps pour se construire d'abord? Quand on s'est construit, on se dit oui. Aujourd'hui, je peux me permettre de dire ça. Mais quand on vient d'arriver et qu'on est dans le monde, au pays, on sait que tu es en Europe. C'est-à-dire que même ceux qui aidaient à côté ne vont plus aider parce qu'on sait qu'elle a son enfant là-bas. Elle va aider. Donc, tu as cette pression de dire que... Et surtout, autour de toi, ceux qui sont partis ont aidé. Hein. On voit bien. Hein. Quand un parent, un proche avec quelqu'un en Europe, on voit, il y a la maison, il sort de la terre battue pour les planches. Après la planche, on essaie de faire en dur. La personne se bat. Donc parfois, quand tu arrives et que tu n'arrives pas à le faire, parfois même c'est le ridicule. Là-bas, on dit, on se moque de moi ici. On me dit que tu es là-bas, c'est comment? Donc tu as cette pression de vouloir faire comme les autres aussi. Ouais. À côté des enfants que tu as laissés, à côté de maman qui attend, tu as cette pression de vouloir faire. Parce que moi, par exemple, on ne comprenait pas que, mais depuis que tu es là-bas, c'est comment? Tu n'es pas encore marié, c'est comment? Il se passe quoi? Moi, je me souviens, mon premier vrai salaire que j'ai eu, c'était 500 € parce que j'étais allée garder les enfants d'une tata. Et j'ai voulu faire plaisir à toute la famille. Je suis arrivée, voilà mon premier, un truc que j'ai eu. Mais j'ai acheté tout et n'importe quoi que j'ai envoyé à la famille. Et je me rappelle avoir acheté un ordinateur, mais c'était en occasion pour envoyer un de mes oncles. Voilà, en disant, voilà, il va être content, mais on s'est moqué de moi. On a rigolé de ça pendant des années. En disant, mais regarde, les gens sont en Europe, ils envoient des trucs, là, c'est qu'elle envoie. Non, c'est pas ce que tu as dû payer comme prix pour avoir ça. On ne sait pas. Pour moi, ce que j'envoyais, c'était... J'avais mis tout mon amour. En fait, j'avais ramassé tout cet amour pour leur dire merci de m'avoir permis de... J'ai fait ça. Donc, quand tu as ce retour, mais ça a été une blessure mais profonde pendant des années. Mais est-ce qu'ils savent ce que ça a représenté, cette balise-là qui est partie? Ils ne peuvent pas savoir. Je me suis privée de tout. J'ai cumulé tout pour envoyer en disant que chacun aura un petit bout. Je disais, j'ai même pris une boule de neige, de décoration de Noël, parce que je voulais qu'ils aient un peu chacun de... Je dis, j'aurais pu prendre des frites McDo, mettre dans le sac et envoyer. Wow. Parce que je voulais qu'ils aient un peu de ce truc, de cette terre promise là, qu'ils sachent que, ok, votre personne est aussi là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, effectivement, avec le recul, quand on arrive dans d'autres circonstances, on peut juger en disant, oui, mais tu n'étais pas obligé de partir. Hein. Oui, mais après, c'était trop chaud. Pourquoi tu n'es pas rentré? Oui, mais oui, on peut.
C'est toujours facile de se mettre en face et de dire ça. Mais à l'instant T, il faut se mettre à la place de cette personne à l'instant T qui a tout fait, qui est l'espoir de toute une famille qui se lève et qui arrive dans ce milieu-là. Comment expliquer à cette personne-là? Aujourd'hui, avec le recul, moi, quand j'ai commencé à communiquer autour de mon livre et que j'ai dit à la radio, aujourd'hui, moi, je parle de cette vie de sans-papier pour sensibiliser, pour dire aux jeunes, écoutez, ne croyez pas que c'est parce que c'est un drop que c'est facile. Il y en a plusieurs qui sont venus, mais ils ne vous disent pas comment ils ont fait. C'est très dur, c'est difficile. Au même titre qu'au pays ou partout, si tu ne te bats pas, tu ne donnes pas les moyens, ça va être terrible. Encore ici, tu n'as pas la voisine qui va, tu vas aller manger le dollar, elle va faire le clou, elle va te donner le fond de la mamie du riz. Zéro. Il n'y a pas quelqu'un ici. Au pays, tu as faim, tu vas t'asseoir, mais la télé finit, tu restes, tu dors. La mère va te sortir le fond de la mamie du riz, tu vas manger. Et puis elle va te mettre dehors après. Et en plus, tu peux dormir dehors. Et tu peux même dormir. Tu peux dormir dehors, il ne fait pas froid. J'ai dit, tu peux dormir chez la voisine. Elle va te lancer le drap, elle va dire, couche-toi là-bas. C'est chaud, tu débarques, tu prends la voiture, tu vas chez ta tante. Elle ne t'attend même pas, tu arrives avec ta valise. Maman, c'est chaud au village. Elle va te dire, va dans la chambre de coucou, couche-toi à terre. Et tu peux étudier. On ne va pas te mettre dehors. Ici, tu es seul avec seul. Et c'était de dire ça. Mais crois-moi que quand j'ai fait cette émission-là, on m'a écrit en me disant, pourquoi tu dis ça? Oui, nous aussi, on va aller avant de souffrir. Oui, tu dis ça pour décourager les gens. Toujours, oui, tu es arrivé. Et pourquoi tu décourages? Non, je ne décourage pas. Il faut savoir, moi, je ne savais pas quand je suis venue. Je ne le savais pas. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Bien sûr. Ne regardez pas les réseaux, vous voyez. Ouais, c'est pareil, je parle de résilience. Les gens me disent, mais toi, est-ce qu'il t'arrive même de pleurer encore parce que tu es la résiliente? Je dis, mais qu'est-ce que vous croyez? Ce que vous voyez sur les réseaux n'est pas la réalité. Vous savez ce que les gens vivent derrière. Donc, pour dire effectivement que, oui, ce n'est pas évident. Oui, c'est difficile, avec le recul, on peut juger. Mais à cet instant T, ce que la personne vit, on ne vit pas, on ne sait pas ce qu'elle vit. Tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas ce qu'elle vit. Donc, encore une fois, je te dis, moi, je ne juge pas, quelle que soit la situation qui se présente à moi. Une maman, même parfois, on voyait même les mamans qui avaient 47 ans, qui étaient là avec la poussette parce qu'elles ont essayé de faire cet enfant. Je ne juge pas. Parce que vous ne savez pas ce qu'elle a traversé, vous ne connaissez pas son histoire de vie, vous ne savez pas. Peut-être, elle, c'est sa seule... Et que tu penses que tout peut justifier le fait qu'elle elle recourt à, par exemple... tout ne peut pas justifier, mais c'est que pour elle, oui, ça peut justifier. Pour son parcours. C'est-à-dire, elle, son histoire, elle se résume à ça. J'ai besoin d'avoir ça. Mais est-ce que tu ne serais pas, sans jugement, oui, bien sûr, quelque part en train de remettre de l'huile sur le feu, en train d'encourager le fait que... parce que si tu dis à une... J'imagine, tu as une femme en face de toi, tu lui dis non, tu peux tout faire, mais pas ça. Elle peut se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a? Mais aujourd'hui, je peux le dire. Aujourd'hui, avec le... Là, je te parle de l'époque. Mais aujourd'hui... Avec mon expérience, c'est clair que je ne dirais pas à la personne, aux gens de faire les mêmes choses que j'ai fait. Parce qu'il y a tellement d'autres... Les choses ont évolué, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres manières. Moi, par exemple, un sans-papier qui arrive, je le récupère, bim, c'est des associations, il y a des structures qui sont là pour ça. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas ça. Et c'est quoi la pire chose que tu as pu faire et dont tu n'as jamais parlé? J'ai parlé de quasiment tout, Parce que tout est pire, en fait. C'est-à-dire, moi, je t'ai parlé tout à l'heure d'aller pour une prestation, tu avais... Pour une autre personne, c'est dormir dans la rue. Donc, tout est pire, en fait. Quand tu n'as pas d'ici, tout est pire. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, malgré tout ça, quand même, tu réussis à trouver un boulot de caissière? Oui, parce qu'après, alors... Oui, j'ai eu ma fille et après les associations qui m'ont aidé. Moi, je le dis, les associations m'ont tendu la main. Les personnes que j'ai rencontrées aussi qui m'ont tendu la main. Beaucoup de personnes, comme je te dis, tu rencontres des personnes qui vont te donner des conseils, qui vont te dire, va frapper à telle porte, va faire ci. Et puis là, les associations, j'arrive, ils vont m'aider, ils vont me nourrir et ils vont me parler de la mission locale en me disant, écoutez, allez à la mission locale. Je dis, mais allez-y vous inscrire, c'est pour les jeunes. De fil en aiguille, j'arrive, je m'inscris à la mission locale qui est une structure qui aide les jeunes. Donc j'arrive, ils vont m'inscrire à la mission locale et puis là, je vais avoir mon premier vrai emploi qui est caissière. Et là, pour moi, je suis arrivée, oh là là. Jackpot. Tu arrives, tu n'as pas de papier. Déjà, tu m'as même pas dit, quand j'ai eu mes papiers, les vrais papiers là. Oh là là là. Quand tu as un papier, tu as eu 5 euros, on t'a pris, on t'a fait revenir, que tu as ton... On dit que le premier diplôme d'un expatrié. C'est le récépissé avant de 3 mois. Tu prends ça comme ça. Le jour où tu l'as, tu plastifies d'abord. Tu fais autant de photocopies qui peuvent exister. Même pas quand il disait que le diable... Et attends, ce qui est marrant, c'est que là, tu vas provoquer la police. Ah oui, et comment? Moi, je vais me renseigner. Je sais où à la bouche je me trouve, je vais me demander bonjour. Sans blague. C'est où? Mais bien sûr. Je suis en règle, venez me contrôler. J'ai mes papiers. Je suis là au commissariat, vous avez vu le bac, je suis là. J'ai l'affaire là. Oui, je suis là. J'arrive en caisse, je sors ma carte pour payer 1 euro. Aïe, aïe, aïe. J'ai mes papiers. Ah, mais oui. J'ai mes papiers. Mais oui. Mais tu rigoles, mais c'est énorme. Mais oui. Tu vas te renseigner. Excusez-moi. Oui, c'est là. On te demande
demande pas. Bizarrement, on m'a jamais demandé. Mais non, parce que même ta posture en dit long. On ne m'a plus jamais demandé c'est comment, c'est où. Est différente, rien, jamais contrôle. Je t'ai dit, tu provoques même. Mais rien, on te demande rien. Mais oui, parce que tu veux montrer, je suis là, j'existe, veuillez me contrôler, je veux vous montrer que j'ai le sésame. Tu as ce document. Et là, l'intégration commence justement parce que j'ai ce premier emploi là qui est génial parce que ça me permet d'avoir un vrai salaire, 800 €. Oh là là. Ah là là. Converti en CFA. 800 €. Ouais. Et encore, tu as 800 € dans quelles circonstances? Tu vas t'asseoir en caisse, tu as ta tenue de caissière. Tu es posé. Ah oui, l'environnement de travail. Les gens viennent poser, tu prends les articles, tic, tic. À la fin du mois, te donne l'argent. Tu n'as pas couru pour aller à l'hôtel, faire le lit, mon dos et Amiette, là, faire les lits. Pourquoi après on t'insulte, même on te dit, vas-y, tu as fait 12, tu dis que tu as fait 13, on a comptabilisé tes chambres. Ah oui. Là, tu as un vrai à la fin du mois, virement sur le compte. Tu regardes, tu as l'argent qui arrive. Mais c'est dingue. Pour moi, j'étais arrivée. Après, j'avais des associations qui m'aidaient à l'aide alimentaire. J'étais bien. J'étais arrivée. Donc, tu vois, et tu fais ça. Et après, j'avais eu ce problème de logement parce que ma fille, justement, elle était petite. Et puis, il y avait ce problème d'insalubrité là où j'habitais. Et il y avait eu, le faux toit était tombé parce qu'elle avait des problèmes c'est pas, elle n'était pas asthmatique, mais elle avait vraiment des problèmes de bronchite tout le temps récurrents. Et là, j'ai pu avoir un logement grâce à mon travail. Ouais. Donc, c'est-à-dire, le titre de séjour ça va aider. Ça va, attention, le titre de séjour va décanter pour celui qui veut. C'est-à-dire que tu as des personnes, le titre de séjour, pour eux, c'est l'Eldorado. Dès qu'il a ça, pour lui, il est arrivé. Il va continuer malgré ce titre de séjour. Alors que le titre de séjour, normalement, c'est la clé. C'est là où ta vie commence. C'est-à-dire que si tu veux vraiment travailler, là, tu vas chercher une vraie formation. Derrière, ça va t'aider à avoir un logement. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut voir. En fait, le titre de séjour, c'est la clé. Pour d'autres personnes, c'est l'arrivée. D'accord. Alors que pour moi, c'était le départ. Parce qu'étant donné que j'avais changé d'environnement et que je voyais comment les autres étaient, je me disais, moi, je vais aller à l'école. Moi, je vais faire ce pourquoi je suis venue. J'ai un épisode dans mon livre que je raconte qui est très poignante. C'est l'épisode où, même sans papier, j'ai tenté de me faire inscrire dans une école en France. Je suis arrivée dans une famille qui m'a aimée, qui m'a accueillie, une famille camerounaise. Et là, il y avait des jeunes filles qui étudiaient, qui étaient étudiantes. Et moi, je rêvais de cette vie-là. Ouais. Je les voyais le matin se préparer pour aller en cours. Je rêvais de cette vie. Et pendant qu'elles partaient travailler, moi, je partais faire mes chambres d'hôtel. Et ça, c'était dur. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'était très dur. Elles se sont prises de compassion. Elles ont dit, on va essayer de t'inscrire quand même pour que tu puisses aller à l'école. Et elles ont essayé d'avoir une inscription. Elles ont appelé les collèges, les collèges, parce que les lycées, parce qu'à l'époque, le BTS se faisait, même maintenant, ça se fait encore dans les lycées, appeler un peu pour dire, voilà, tu as le bac, on va essayer de te faire un BTS et tout, peu importe que tu sois que tu rentres. Et elles ont pu elles ont essuyé beaucoup de refus, elles ont eu une inscription, une seule. Et elles sont présentées comme moi, comme si c'était moi. Elle a pris, Jeanne Astrid, elle a pris tous les rangs, comme si c'était moi. Et puis elle a pris rendez-vous pour l'inscription. Et puis elle m'a briefé. Voilà, tu vas aller, c'est à Sarcelles, tu prends le RER, tu descends, tu arrives. Et arrivé là-bas, on te pose, tu dis ça, j'ai dit ça. Tu as bien compris? Oui, j'ai bien compris. Et moi, je vais à l'entretien ce jour-là. Elle m'a tout expliqué, je suis prête. Pour moi, c'est reprendre l'école, mais mon Dieu, le rêve. Donc j'arrive, je suis accueillie dans ce lycée-là et dans une salle de classe, une vraie salle de classe, avec table. Je suis là. Le rêve, pendant les vacances, juste avant la rentrée. Donc j'arrive, elle me reçoit, la dame, j'arrive, et dès les premières questions, elle a su que ce n'était pas moi. Je crois que l'accent... Oui, bien sûr, il y a tout qui change. Jeanne Astrid, elle est née en France, donc ce n'était pas pareil, tout de suite. Je parle, elle me pose des questions, je réponds, j'essaie de répondre, comme on m'a dit, parfois je me trompe, je reviens, je réponds. Et elle me dit, c'est pas vous. Je dis, oui, c'est moi. Non, c'est pas vous. J'insiste. Elle s'énerve et elle me dit, vous sortez de mon bureau. Et là, je dis, non, je veux seulement fréquenter. Et moi, voilà, l'innocence revient. Je vous en supplie. Je veux juste m'asseoir, même si c'est à terre, juste fréquenter. Pardon, je vous en supplie. Elle me dit, vous sortez, sinon j'appelle la police. Ah ouais, police. Police. Ça, c'est le mot qu'il ne faut pas me dire. Je suis sortie, j'ai pris mes jambes à mon cou, je suis partie, j'ai taillé, j'ai couru, mais j'ai couru. J'arrive à la gare de Sarcelles, je veux sauter pour prendre mon RER, je fais ça. Pas de carte orange. Je ne crois pas carte orange. Qu'elle s'est perdue pendant mon... Et là, je m'écroule. Je m'écroule à la gare, je me mets dans un coin, je pleure, je crie, je m'énerve. Je dis, merde alors, je vais faire ça jusqu'à quand? Juste l'école, je ne comprends pas. Je revis encore l'injustice de l'aéroport. C'est un traumatisme, je pleure, je me dis, écoute, j'en ai marre, je vais aller me rendre à la police. Tant qu'à faire, ils n'ont qu'à me faire rentrer en fait. J'étais mieux chez moi, je rentre. Mais vraiment à deux doigts.
Sauf qu'à ce moment-là, ma mère venait de m'annoncer qu'elle était malade. Ah oui, donc tout arrive d'un coup comme ça. Tout arrive d'un coup. Elle avait son cancer, elle était malade. Et là, je me dis, mais si tu veux la tuer, en fait, si tu lui dis la culture, il se passe quoi? Et je me souviens de ce que Zagallo me disait. Quelle que soit l'âme, tu ne dis jamais à ta mère la vérité que tu souffres à mourir. Tu vas te battre et tu vas y arriver. Là, je me ressaisis et je me fais une promesse à moi-même, à la gare de Sarcelles, en me disant, un jour, je rentrerai dans une salle de classe, la même que j'ai vue là, et je sortirai diplômée pour montrer à cette femme-là que je suis humaine et que je peux y arriver. Je me suis fait cette promesse et elle s'est réalisée. Yes, lourd. Sachant que tu le racontes aussi, hein, tu as fait penser à un moment donné au suicide. Oui, je n'ai pas pensé. Je n'ai pas fait que penser. 2 fois, j'ai tenté de partir. Ah oui? Ah oui, parce que c'était dramatique. C'est-à-dire, je me retrouvais dans des situations où c'était compliqué. Ça revient à ce que je te disais. Je ne juge pas les gens. C'est-à-dire que pareil, je te parle aujourd'hui, là on va parler du suicide. Quand je te parle du suicide, je te dis aujourd'hui, quelqu'un qui se lance sous le métro, je ne juge pas. Parce que quand on est dans une situation de détresse, quand on est dans une situation où psychologiquement ça ne va pas, parfois on fait ça pour sauver ceux qui restent. En fait, c'est un acte de détresse. C'est pas... On dit souvent que c'est égoïste, mais non, c'est un acte. C'est pour dire j'en peux plus, mais je préfère. Peut-être c'est la seule solution. Après, on va se dire oui, avec le recul, oui, mais à côté, tu voulais faire ça, mais à côté, tu avais les enfants. Mais sauf que quand on est dans ce cercle vicieux, on ne voit pas tout ça. C'est-à-dire quand tu es dans une situation de détresse, par exemple, la première, je venais d'avoir mon 3e enfant, j'étais totalement... Voilà, j'étais en détresse financière, je n'avais pas d'argent. Et puis dans mon couple, ça se passait très, très mal. C'était très dur. Ma mère était malade, ma mère est venue entre-temps. Oui, elle avait rejeté de son cancer. C'était difficile. Je vivais vraiment un moment très, très dur. Et là, tu regardes, mais il n'y a rien de positif autour de toi. Tu te dis, mais attends, toute ma vie, j'ai crié. Et ta mère, quand tu lui dis que c'est un peu compliqué, elle te dit, oh, mais supporte. Nous, on a fait comment? Tu te dis, mais quand c'était dur, quand j'étais jeune, j'ai levé la main, personne ne m'a écouté. Là, je crie, personne ne m'écoute. Je suis arrivée, on m'a rapatriée. Je suis en train de souffrir. Voilà les enfants, je viens encore d'accoucher. Tout ça, c'est pour aller où avec? Quelle vie je vais donner à ces enfants-là? Énorme. Et là, peu importe. C'est-à-dire que là, même tu as ton ami qui fait ton repas préféré qui vient, tu vas te dire, elle fait ça parce qu'elle croit que j'ai faim. C'est-à-dire quelqu'un va te regarder, va te sourire, tu vas dire, se moque de moi. Parce que tout est noir. Tu ne vois pas le positif. Tout te ramène à ta situation. Tout te ramène à ta situation. Et là, tu ne vois pas de positif. Ah, ça confirme bien le dicton qui dit qu'en général, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on le voit tel que nous sommes. Totalement. Ah ouais, c'est... Il dit, peu importe l'acte positif. C'est-à-dire, j'avais un bébé qui était là, qui était bien portant. Mais non, pour moi, c'est une charge en plus. Oui, c'est vrai que perception. Je dis comment? De toutes les façons, tu es là, regarde ta vie de merde. Il n'y a rien qui va pour toi. Wow. Regarde. C'est bien. C'est bien. Et la situation de plusieurs. Ouais. C'est-à-dire parfois, je dis souvent, hein, quand je vais dans le métro, quand je prends les métros, les transports, parfois je calcule s'il y a de la place, quelqu'un qui est assis, qui ne dit rien, je vais m'asseoir à côté. Je commence à rigoler avec mon téléphone et puis je dis bonjour, vous allez bien? Parce que ça sauve. Ah oui. Ça sauve, bien sûr que ça sauve. Waouh. Bengo. Ça sauve parce que les gens sont assis, vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Ah, et surtout qu'ici, on est très seuls. On est très, très seuls. On ne parle pas. On est très seuls. Et puis, on ne peut pas appeler au Cameroun pour dire, au pays pour dire... On ne va pas te comprendre. Et même dans ton entourage, tu es obligé de faire comme si tout allait bien. Moi aussi, je souris. Il y a les personnes ont lu mon livre et qui m'ont dit, mais Sandrine, on était là, pourquoi tu ne nous as pas dit? On t'aurait aidé. Mais non, on est seul avec ses problèmes, on porte tout seul. Et puis, quand on pense que c'est la solution ultime, ben, on le fait. Hein. J'aimerais quand même qu'on sorte par un happy end, c'est que l'épisode du master, oui, je pense, de 3 suivants à major. Oui. Alors oui, effectivement, c'est vrai que après cette tentative-là, après la naissance de mon 3e enfant, ça a été le déclic. C'est là où vraiment j'ai envie de dire que c'est là où j'ai vraiment pris conscience de ma capacité de résilience. Parce que à partir du moment où je suis sortie de là, je me suis dit, mais les 3 enfants-là, en fait, ils n'ont pas demandé à être là. Là, tu te plains de ci, de ça, de ça, de ça. Cette personne qui t'a fait du mal est en train de vivre. Donc tu vas laisser cette personne te détruire ta vie comme ça. Ta maman est là, si tu pars, elle est malade, qui va gérer les enfants? Et c'est là où vraiment je rentre en cette capacité, je me dis, je vais me battre pour mes enfants. Et ma mère n'arrêtait pas de me dire, Sandrine, tu es intelligente. Ta seule porte de sortie par rapport à ton mariage, par rapport à tout, c'est reprendre tes études. Reprendre tes études. Tu es intelligente, tu peux le faire. Et moi, quand je bossais chez Carrefour, parce que c'est l'hypermarché dans lequel je travaillais, j'étais caissière, j'aimais bien discuter avec des personnes. Dans les personnes âgées que je rencontrais, me disaient, mais madame, vous êtes douée, vous avez quelque chose en vous, ne restez pas en caisse, vous êtes jeune, votre dos, la tendine, c'est pas pour vous. Donc là, à ce moment, je me dis, je vais tenter quand même le tout pour le tout, je vais essayer. Si ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis. Donc ce que je vais faire, je vais tenter de m'inscrire en BTS. Mais c'est vraiment la tentative de la dernière chance. Je vais tenter, on verra ce que ça va donner. Ouais. Donc je vais m'inscrire en BTS et je passe des entretiens, 3 entretiens de dingue. Hein.
et je suis prise. Donc, je vais m'inscrire en BTS quand mon 3e enfant, il a même pas 1 an. Il est né, le petit. Wow, c'est important de rappeler ça. Je m'inscris en BTS. Et là, je commence l'année, c'est un truc de dingue. Parce que je suis en classe avec des tout jeunes qui ont 17 ans, 18 ans. Ils viennent d'avoir leur bac. Ouais. Je suis la daronne. Je suis maman. J'ai 3 enfants. Dans mon sac, il y a les lingettes, des couches, les enfants, la crèche. Parce que j'ai la chance qu'il aille en crèche. J'ai ma maman qui est malade. Je suis la daronne, en fait. Et là, j'ai les enfants. Ça fait des années que je ne suis pas allée à l'école. 13 ans minimum. Le cerveau est dur. Le cerveau est roulé. Le cerveau est mort. J'arrive, je m'assois. Déjà, elle parle, je ne comprends rien. Parce que tu es dans un autre environnement. Ça fait longtemps. Entre-temps, le sein coule. Parce que le bébé n'avait pas 1 an. Donc, j'allais perdre. Aïe, aïe, c'était chaud. Donc, j'arrive, je suis perdue. Et les jeunes qui sont... Mais ils ont une autre vie, ils vivent bien, eux. Ils ne comprennent pas les enjeux. Ouais, vas-y, ils répondent, tu t'es tout dit, mais on est dans quel... Tu te dis, tu ne comprends pas l'attitude. Et par contre, c'est ces jeunes qui m'ont porté parce que j'étais la tata, la daronne qu'ils ont porté pendant 5 ans. Parce que quand je commence en BTS, si tu me dis, je vais faire master, tu dis, moi, je vais faire master, laisse-moi finir d'abord le BTS à mon frère. Parce que j'ai failli arrêter. Hein. Je n'arrivais pas à gérer ma mère malade, les enfants, gérer les 3 petits, gérer la situation compliquée à la maison. C'était terrible. Donc moi, ce que je fais pendant cette période-là, c'est je pleure. Je craque pendant les cours. Et la prof principale me retient à la fin des cours. Elle me dit, vous restez. Elle me demande, est-ce que ça va? Et moi, je vais lui expliquer que je ne m'en sors pas et que je ne sais pas pourquoi j'ai tenté de m'inscrire parce que ce n'est pas pour moi, en fait. Je ne comprends pas 3 sur 20, mon frère. Je vais aller où avec ça? Ça ne va pas. Et elle va me rassurer en me disant, si vous avez eu 3, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous pouvez. Vous avez passé un entretien avec votre entreprise, avec le FONGICIF et avec M. Chabanot qui était le responsable. Donc, c'est que vous avez votre place. Organisez-vous, ça va aller. Et là, je rentre en mode guerrière. Déterminée comme jamais. Les enfants dorment, je suis dans mes cahiers et je termine major de promo. Et quand je termine major de promo en BTS, pour moi, il n'était pas question que je continue. C'est mes enseignants vers la fin de l'année qui me disent, Sandrine, on fait quoi l'année prochaine? Je dis, l'année prochaine, je vais chercher le travail. Ils me disent, non, vous n'allez pas travailler, vous allez continuer. Je dis, comment ça continue? Et mes enseignants vont m'encourager à aller en licence en me disant, vous arrêtez pas là, vous avez du potentiel. Et ils vont aller jusqu'à m'inscrire même. Faire des lettres de recommandation à l'école, parce que l'école préparait la licence de Greta. Il me dit, faire les lettres de recommandation, inscrivez-vous, voilà, et je m'inscris à licence. Comme quoi, tous les Blancs ne sont pas nos ennemis. Et qui a d'abord dit qui était l'ennemi de qui? Donc, c'est eux qui vont m'encourager. Ouais. Donc, c'est pour ça, dans mon parcours, mon livre, c'est un peu cet hommage-là. Voilà, l'hommage, la gratitude de toutes ces personnes-là aussi. Parce qu'il y a des gens qui m'ont fait du mal, beaucoup. Je n'ai pas cité, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont tendu là. Mais il faut être reconnaissant de ça. Non, c'est vrai. Donc, ils m'ont poussé, tu vois, je fais une licence. Derrière, je termine les mentions. Et la licence, même à la fin de la licence, on ne me lâche pas, on me dit, Sandrine, il faut que tu continues en master. Yeah, moi, master, mais c'est pas possible. Mais ma mère, elle savait. Ma mère était dans son lit de mort, elle savait. Elle était malade, mais elle me disait, toi. J'ai un épisode où elle me paye mon ordinateur que j'utilise encore aujourd'hui, presque 10 ans après, où mon ordinateur tombe en panne, elle me donne un chèque sans montant. Elle est à l'hôpital, là. Elle me dit, tu vas acheter un ordinateur qui va te conduire très loin. Elle voyait, moi je ne voyais pas. Et cet ordinateur, je l'ai encore, mais elle voyait, tu vas t'arrêter, pourquoi? Et tu dis quoi à tes enfants, mais aujourd'hui, quand ça va mal? Les enfants, oui, tu leur dis quoi? Ils ont vécu ce parcours avec moi. Ce qui est bien, c'est que vu que j'ai eu les enfants, ma fille, elle a vécu tout ce parcours avec moi. Les enfants, mon dernier fils, quand j'étudiais pendant 5 ans, il était là. Ils ont vu comment maman, elle se battait. Ma fille, je me souviens, quand j'ai repris les études, elle était toute petite. Je l'ai fait assise. Je lui ai dit, ma fille, je vais entamer un combat pour nous. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me soutiennes. C'est pour nous. C'est notre porte. C'est pour nous, en fait. Et la petite, je l'ai appris. Enfin, tu vois, dans le fil essai, ma fille, elle a fait des sujets de dissertation à l'école. Plein de choses où on demandait à me voir parce que c'est la résilience en fait. Et c'est qu'aujourd'hui tu accompagnes beaucoup de jeunes sans papier et tout. Tu as envie de leur adresser quoi comme message aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est pas que les jeunes sans papier, c'est les jeunes, les femmes en situation de précarité aussi. Ouais. C'est-à-dire, ce que j'ai envie de dire, si tu me demandes aussi ce que je pourrais dire à des jeunes qui sont sans papier, qui sont arrivés, c'est d'y croire en fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Ouais. C'est dur, hein. C'est très très dur. Il ne faut pas croire que ça va tomber du ciel en fait. Il faut taper à des portes. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ce n'est pas que l'illégalité qui paye. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir certains... C'est vrai que ça se durcit quand même, mais il y a des moyens de pouvoir quand même vivre un peu dignement, c'est-à-dire sans pour autant faire le faux. C'est de croire et d'aller frapper à des portes. Parce qu'on reste seul. Quand on reste seul, la solution ne vient pas. C'est clair. Prier et se coucher, dormir, ça ne marche pas. Ah, ça marche pas. Il faut sortir. Ouais. Il faut sortir de son environnement, c'est-à-dire briser. Ne restons pas en communauté. Quand on est sans papier, il faut pas. Le piège, c'est de rester en communauté, de rester entre nous là. Entre nous. Ouais. Sortir. Commencer à regarder ceux à qui on veut ressembler plus tard. Celui qui sort s'en sort. Tu as tout dit. C'est ça.
Et ces jeunes que j'accompagne aujourd'hui, c'est dans un autre cadre. C'est vraiment les jeunes qui décrochent, qui n'y croient plus, parce que j'ai eu l'occasion d'animer un atelier au centre de rétention. Et ça m'a permis, ça a été un électrochoc, parce que j'ai vu effectivement que la majeure partie de ces jeunes qui étaient là pendant l'atelier, c'était des enfants de parents immigrés. Pas forcément ceux qui étaient venus sans papier, ceux qui étaient nés en France même. Ouais. Et ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe à un moment donné pour que l'enfant il passe de l'autre côté. Donc, comment on peut faire pour nous, surtout les étrangers qui ont cette double culture, qui arrivent avec ce qu'ils ont eu, les valeurs qu'ils ont eues, qui arrivent, qui veulent parfois visser, et l'enfant qui naît d'un environnement où les copains sont élevés, éduqués différemment. Comment on fait pour que ça fonctionne bien? Comment on fait? Et c'est pour ça donc, que je développe comme ça on va dire des outils pour pouvoir aider les parents dans cette parentalité-là. Parce que c'est important. C'est pas qu'elles ne savent pas, c'est que parfois il faut le dire que oui, les choses ont changé. C'est comme aujourd'hui, on me dit oui, les jeunes aujourd'hui, Internet a détruit le monde. Oui. Il faut s'adapter. D'un côté, ça a détruit, mais d'un côté, ça n'a pas détruit. Il faut s'adapter. C'est comme tout, il faut s'adapter. Comment on fait? L'enfant ne va pas comprendre que tu lui dises... L'enfant ne va pas comprendre. Parce que de l'autre côté, c'est pas... Comment on fait pour optimiser? Et les femmes, justement, sont des femmes qui sont en situation de détresse financière, administrative, qui sont en souffrance, tout simplement. Donc, mon but, c'est vraiment d'aller leur porter ce message d'espoir et leur dire que c'est possible de s'en sortir. Non, c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. C'est très, très comme dur. Comme dit Chokos. Voilà, ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas le doigt dans le nez. Moi, je vous parle de ce parcours. Tu parles de la fin où, voilà, j'ai mon master, je travaille en banque, je suis cadre, je fais des conférences, j'ai écrit des livres, j'ai été même à l'Élysée, j'ai été à l'Assemblée nationale, j'ai fait plein de choses. Mais ça, c'est pas en 2 jours. Oui, il a fallu du temps. Il faut comprendre ça, c'est pas en 2 jours. Moi, j'en parle, c'est pas la prétention. C'est pour dire qu'effectivement, regardez d'où je suis partie, en fait. Ce qui est important, c'est de voir la base. Comment est-ce qu'on a fait pour faire ça? C'est pas en 2 jours. Je suis pas lever un matin, on m'a dit viens. Ou alors, on m'a donné une invitation de venir comme ça pour rien. Il y a eu des choses qui sont passées. Il faut être patient. Et surtout, tu as beaucoup sorti. Parce que quand je dis, il y a une chose qui m'a marqué dans ton livre, c'est que c'était vraiment de contact à contact. J'ai rencontré tel qui m'a proposé, tel qui m'a dit tel, qui m'a dit tel. Et jusqu'aujourd'hui, même, tu es très actif dans le monde associatif. Tendre la main. Tu vas aux événements. Bien sûr. Bref, ça résume assez le fait qu'il faut aller vers les gens. Il faut tendre la main, il faut sortir. Il ne faut pas rester dans sa bulle, il faut sortir. Il faut y aller, c'est pas facile. Et ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Parce on n'a que jamais dit que ça devait être facile. Ça ne va jamais être facile parce que moi, je le dis aujourd'hui, quelqu'un pourrait croire que tout va très bien pour moi. Mais la vie, ça va pas bien, maman. Non, mais aujourd'hui, ça va très bien. Mais ce que je veux dire derrière, c'est qu'effectivement, ça n'ira pas toujours bien. Oui, c'est des hauts et des bas. C'est des hauts et des bas. Donc, il y a des moments où ça va mal. Moi, je dis dans mes vidéos récemment, il y a pas 2-3 étés, je me suis retrouvé 10 000 euros de dette. Où ça va mal, où tu te retrouves... C'est le problème des riches. C'est pas le problème des riches, c'est que c'est des problèmes qui t'arrivent, où tu te retrouves coincé, tu n'as pas de port de secours. C'est-à-dire, pour toi, à ce moment-là, c'est le drame. Tout comme pour cette personne qu'on vient de mettre à la rue, parce que peut-être son mari vient de mettre à la rue. Chacun a ses problèmes. C'est compliqué. Là, tu ne t'attends pas à ça. Tu te retrouves avec toutes les dettes qui te tombent dessus, avec des enfants. Tu as tes échéances de prêt qui tombent, tu as tout. Tu n'as pas d'issue, en fait. Mais c'est compliqué. Mais alors là, c'est là où la résilience entre en jeu. En effet. Je vais te poser une dernière question. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée, mais à laquelle tu souhaiterais répondre aujourd'hui? Ouh là là. Quelle est la question qu'on ne m'a jamais posée, à laquelle je souhaiterais répondre? Elle est difficile, ta question. Je sais. Elle n'est pas évidente. Peut-être de me dire s'il fallait recommencer, est-ce que j'aurais fait les choses pareilles? Ou alors, après ça c'est une question qui est basique parce que je te dirais s'il fallait, mais on ne peut pas déjà. Et est-ce que j'ai des regrets peut-être par rapport à tout ce qui s'est passé? Oui, peut-être cette question à dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu as des regrets? Forcément, on en a tous par rapport à des épreuves de vie. Oui, j'aurais peut-être voulu que les choses se passent autrement. Il y a des choses que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait. Voilà, même par rapport à aujourd'hui, c'est des choses pour lesquelles, là, par exemple, ma plus grosse peine, c'est que ma mère ne soit pas là pour voir, mes parents ne soient pas là pour voir cette femme que je suis aujourd'hui. Mais ça, je n'y peux rien. C'est de pouvoir aussi être résiliente et de dire, écoute, tu as eu la chance qu'il t'ait conduit jusqu'à un certain âge. Pense à ceux qui n'ont pas la chance d'avoir leurs parents qui naissent sans parents. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je pense qu'il faut vivre, savourer la vie parce qu'elle est éphémère. Yes. Sachant que l'une de tes mentors, c'est Oprah Winfrey. Ah oui. Tu t'as beaucoup accompagné. Oui, bien sûr. Bon, l'équipe, c'était Valère Béas et Sandrine la Résiliente. Moi, je recommande vivement de lire ce livre parce que ça... Comment dire, les êtres humains apprennent par référence. Oui. Surtout, j'imagine quelqu'un qui est dans le down, qui est dans le rouge, qui ne voit pas comment il peut s'en sortir. Le fait quand même de voir d'où tu es parti. Oui. Ce que tu deviens. Et c'est quoi ton goal? C'est quoi ton objectif? C'est d'impacter le maximum de personnes. Sincèrement, aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et tu le dis très bien, hein, le livre, c'est quelque chose... On l'écrit parfois, on se dit, j'écris pour laisser des traces à mes enfants, mais quand on écrit, on ne sait pas ce que ça va porter, là où ça va nous mener. Ce livre, il m'a mené
il m'apporte énormément. Et ce que ça m'apporte le plus, c'est les témoignages des personnes qui, après avoir lu mon livre ou après avoir écouté mon histoire, ont le déclic et changent le cours de leur vie. Moi, c'est ma plus belle récompense parce que je me dis que tout ce que j'ai vécu, c'est pas pour rien. Si Dieu a permis, a permis que je passe par tout ce trajet-là, que mes parents partent avant, que je vive tous ces traumatismes-là, et encore, il y en a tellement, tous ces traumatismes que j'ai vécu, c'est pas pour rien. C'est pour pouvoir apporter à des personnes. Donc moi, aujourd'hui, ce qui me fait ma fierté, c'est que quand j'en parle, même si on ne me dit pas directement, quand on m'écrit 3 ans après pour dire, j'avais écouté une de vos vidéos, et ça m'a aidé. Aujourd'hui, je suis ça. C'est ma plus belle récompense. C'est pour ça qu'on a créé le podcast de l'écrivain, pour mettre en lumière les auteurs qui écrivent pour impacter. Sandrine la Résiliente, on vous met le lien juste dans la description. Merci de nous écouter au quotidien, parce que ce podcast, on le fait pour vous. Quand vous likez, vous commentez, vous partagez, ça nous donne plus d'aura et ça nous permet d'inviter des personnes de plus en plus inspirantes. Sandrine, ta caméra, elle est là, je te laisse le mot de la fin. Alors, ce que je peux dire à tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est tout simplement que ça, c'est une histoire de vie, c'est l'histoire de Sandrine la Résiliente, mais chacun a son histoire. Et si vous prenez le temps d'écouter chacun autour de vous, ou même des personnes que vous n'avez pas en face de vous, vous comprendrez que, effectivement, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des hauts et des bas. Celui qui est président est passé par des épreuves douloureuses. Ou celle qui est à côté de vous, vous ne savez pas comment elle a passé la nuit. Donc, la vie est difficile, c'est très dur, c'est vrai. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, il faut croire que c'est possible. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut pouvoir à un moment donné rentrer en résilience et se dire que oui, aujourd'hui c'est dur, je crois que c'est la fin, j'ai envie d'en finir, mais il faut savoir aussi se retourner et dire, il y a 2 ans, j'avais cette épreuve, je croyais que c'était fini. Aujourd'hui, je suis là. Ou alors cette épreuve que je vis, là où je pense que c'est terminé, quelqu'un l'a vécu et s'en est sorti derrière. Donc c'est possible de m'en sortir. Donc quelles que soient les épreuves, quels que soient les traumatismes, sachez et retenez qu'il est possible de s'en sortir. Et y croire, aller vers les autres, ne pas rester s'enfermer. Si ce n'est pas autour de vous, allez taper à des portes. Si vous avez peur d'être jugé autour de vous, allez, des professionnels existent. Ça, j'aime bien le dire. Les professionnels sont là pour ça. Votre médecin traitant, peu importe, si vous souffrez, ne restez pas dans la souffrance, dans la détresse. N'attendez pas de toucher le fond comme je l'ai fait pour vous le relever parce que vous pourrez ne pas vous relever. Donc, croyez en vous et sachez-le, tant qu'on a le souffle de vie, tout est encore possible. Tant qu'on a le souffle de vie, tout est encore possible. Bon, ceci est une très belle conclusion. Merci Sandrine. Merci à toi Bader. Merci ma personne personnelle. Si tu auras aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et cela étant dit, tu connais notre rendez-vous. C'est le jeudi et le dimanche sur le podcast de l'écrivain, la chaîne YouTube Argent Livre. N'hésite pas à cliquer juste en dessous là pour, je sais pas, lire ou bien commander ce livre pour donner à un ami, une amie qui, je pense, a besoin de lire ça pour se rendre compte que c'est difficile. Mais c'est possible. Si Sandrine a pu le faire, elle aussi, elle peut le faire. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.